Alors, quand on parle et qu'on annonce des choses, on les fait ou pas? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Nouveau générique. Vas-y, dis-leur, Zach, dis-leur. Zach. Il y a encore 2 minutes avant le début du générique, il a dit « Oh merde, il n'y a pas de nouveau générique ». C'est-à-dire qu'il a même pas. C'est-à-dire qu'il l'a annoncé, puis des gens ont bossé, il était même pas au courant, ce bâtard. Ouais, non, mais j'avoue, mais je l'ai. Et maintenant il arrive et il dit ouais, quand on parle, machin, non. Bah si, on lâche pas. Mais non, mais c'est logique. Mais non, mais de toute façon, j'ai toujours su qu'on pouvait faire confiance à Juano. Et Juano, crois-moi qu'avec ce que t'as fait là. Mec, tu viens de gagner une place, mais à vie à Webedia. Voilà, je te le dis. Merci à toutes les équipes qui ont bossé sur ce nouveau générique. Franchement, il pète, il envoie. Et on espère que vous l'avez apprécié. On le repassera peut-être à la fin de l'émission, pourquoi pas. On remercie Yanis beaucoup, qui bosse énormément sur hors-jeu. Il bosse sur tous les aspects graphiques, sur la charte. Enfin, il fait quasiment tout. Yanis, c'est l'homme à tout faire. Donc, gros big up à notre ami Yanis. Bon, nouvel épisode de hors-jeu. Un plaisir de vous retrouver. Vous l'avez vu, la fraude n'est pas là aujourd'hui. Non, voilà, il n'est pas là. Pas de fraude. Malheureusement, voilà, il est un petit peu touché, un peu diminué, mais il reviendra bien sûr la semaine prochaine en force. Voilà, on lui souhaite un bon repos. On squatte sa chaîne pour le coup. Zach est là, vous l'avez reconnu. Comment ça va, Zach? Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de raser le crâne. Donc, vous allez avoir de la repousse pas très jolie. Je vous épargne la calve qui est ici, mais c'est pas très. Vous faites bon rétablissement au frérot Bruce. Bah oui, bien sûr. Non, je tiens à le dire parce que je sais. Alors, c'est qu'une toute petite partie, mais Bruce, c'est mon gars, et même si de temps en temps on débat, des fois en élevant un peu la voix, on s'aime beaucoup et on se respecte beaucoup. Donc, je tiens juste à le réaffirmer en live parce que de temps en temps, il y a des mecs qui viennent dans mon chat et ils me disent ouais. Avec Bruce, là, bah non, c'est juste deux gars passionnés qui parlent. Alors bien sûr, ça pourrait être mieux fait de temps en temps, c'est vrai. Mais au-delà du fait que ça pourrait être mieux fait, bon rétablissement au frérot Bruce et vous inquiétez pas, c'est mon gars et hors jeu c'est lourd. Non mais c'est vrai de le rappeler parce que bah voilà, ça reste une émission où comme l'a dit Zach, bah on est là un petit peu aussi pour exposer des avis. On aime le foot forcément, donc puis on parfois, se connaît, on s'aime bien, on se connaît. Y a pas de souci. Parfois on défend certaines positions et c'est vrai que bah on a peut-être un peu de mal à entendre le contraire, donc forcément bah voilà les avis s'opposent et c'est aussi ça je pense qui fait le charme de l'émission. Donc c'était un bon appel. Kanto est là aussi. Comment ça va, Kanto? Ouais, bah écoute, ça va. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bénévolat, donc nous on est là. Mais bon, Bruce, quand c'est du bénévolat, étonnamment, il est pas là. Donc voilà. Ah, t'inquiète pas que lui il va toujours toucher son talban même s'il est pas là, monsieur Bruce. Hein. Ah, c'est marrant. Il avait bien préparé cette vanne, Kanto. Pas mal. Franchement, elle était bien. Bon, comme d'habitude, vous le savez, émission voilà avec beaucoup de sujets. On va reparler bien sûr de Manchester City, Manchester United, le gros match du week-end qui a tourné au calvaire pour United. Ce sera pour tout à l'heure. Le renouveau d'Arsenal aussi en Première Ligue. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on se disait qu'ils étaient limite perdus pour le foot. Ils étaient pas loin de la 17e, pas loin de la 16e, la 18e. C'était chaud. Et ils sont pourtant aujourd'hui 4e. C'est énorme. On aura un supporter qui va venir en discuter avec nous et nous expliquer ce qui a changé depuis. On parlera aussi de Champions League, la semaine du PSG, Inter-Liverpool. Il y a beaucoup de choses. La Ligue 1 ? La Ligue 1, avec laquelle on va commencer, comme à chaque émission. Mais voilà, vous allez le voir, on a une émission avec pas mal d'éléments à traiter. Alors, pour rappel, on a une super code boostée, vous la voyez qui apparaît. Richarlison ou Demiral Gray buteur. Voilà, code qui passe de 2,50 à 3 grâce à notre partenaire PMU Sport. Merci à eux de nous accompagner sur toutes les émissions. J'en profite aussi très rapidement pour vous rappeler qu'on est arrivé aussi sur TikTok. Voilà, on a lancé une page TikTok sur laquelle on met des extraits. Ouais, Juano qui bosse avec nous a mis cette page TikTok. Bien ce petit, à part quand je me pointe à l'hôtel et qu'on me dit Monsieur Mengual, non, vous n'avez pas réservé comme la semaine dernière, sinon il travaille plutôt bien. Ouais. C'est normal, t'aurais dû dire Pengual. Exactement, c'est Pengual, c'est ça. Exactement. Je t'ai trompé. Mais voilà, la page TikTok sur laquelle vous avez tous les extraits et bien sûr les clashs dans l'émission parce que bon, c'est marrant aussi. On postait ça sur la page TikTok. Allez, on commence avec la Ligue 1.
On va voir le classement juste après, on va voir les résultats juste avant, comme c'est de coutume. Votre coup de cœur, les amis. J'aime bien savoir un petit peu ce qui vous a titillé, ce qui vous a touché. Zach, on commence par toi. Alors, mon coup de cœur, je te dirais, après on va en revenir un peu après, mais le très grand match en tant que numéro 9 de Wissam Ben Yedder, qui a fait un match, je trouve, de très haute qualité hier au Vel, notamment en deuxième mi-temps, et qui a montré toute la palette qu'un numéro 9 moderne de qualité devrait avoir. Et j'ai bien aimé. Franchement, Wissam Ben Yedder fait un match très sérieux. T'as aimé Ben Yedder. Van Persson aussi, dans le même match, est très bon côté monégasque. Et tout n'est pas jeté côté Marseille, mais on va en parler après. Mais le match de Ben Yedder, j'ai bien kiffé. Ok, Kanto. Moi, je vais mettre en avant un Lyonnais, c'est Romain Fèvre. J'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, il apporte comme un nouveau dynamisme. Il apporte des solutions qui n'existaient pas auparavant du côté de cette équipe lyonnaise. Et en ayant regardé le match, c'était plutôt cool de le voir aussi actif. Ça va être intéressant de parler justement de Romain Fèvre tout à l'heure. Moi aussi, j'ai un petit avis à donner là-dessus. Moi, mon coup de cœur en ce moment, c'est les Nantais. Bon, c'est pas parce que Bruce n'est pas là ou quoi, mais en vrai, les Nantais, franchement, faut le dire, ça joue bien ces derniers temps. Je pourrais citer Ludovic Blas, qui est dans une forme étincelante ces dernières semaines, pour pas dire ces derniers mois. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime bien en fait la cohérence un petit peu qu'ils proposent semaine après semaine. Ça joue bien, c'est aussi plutôt costaud. Donc franchement, ils sont 6e au classement, on le voit ici. Les Nantais, moi, m'impressionnent. J'aurais pu dire Rennes, mais Rennes, on en parle quasiment toutes les semaines. On voit bien que c'est l'équipe qui va venir essayer de s'intercaler entre Nice et Marseille, voire même passer devant Marseille, pourquoi pas, et Nice. Mais en tout cas, voilà, Nantes, moi, c'est mon coup de cœur, si j'en avais un. Vous le voyez, le classement, ici, bien sûr. Marseille qui perd donc sa place de deuxième au profit de l'OGC Nice. On voit que Nantes remonte, comme je viens de le dire, Lille, Monaco aussi, Lyon. Et encore une fois, on peut le dire, mais ça se resserre plus que jamais. Si on part de la deuxième et la troisième jusqu'à la 9e place, on voit que même Lyon peut franchement, Zach, y croire. Oui, Kanto, tu voulais rajouter? Non, c'est vrai que la semaine dernière, je faisais la réflexion en disant que les 11 premières équipes pouvaient encore jouer quelque chose. Et là, il y a eu une première mini-cassure. Et tu vois, Montpellier, par exemple, en perdant contre Nantes, j'ai l'impression qu'il y a une petite cassure qui fait que ça va être compliqué maintenant pour eux d'aller chercher la Champions. Après, bon, ils sont quand même, ils sont pas si loin que ça de l'Europe. Même à l'Europa, tu es à 7 points, c'est ça. 9 points de Rennes. Et devant, tu as des vraies locomotives. Donc pour le coup, on va voir que journée après journée, à mon avis, on va à chaque fois peut-être perdre une équipe. Et là, j'ai l'impression que c'est Montpellier qui a vraiment perdu quelque chose ce week-end. Il y a beaucoup d'équipes qui ont encore des calendriers assez resserrés. L'OM a encore beaucoup de gros matchs à faire. Rennes a beaucoup de gros matchs à faire, si je dis pas de bêtises. Strasbourg a vraiment beaucoup de gros matchs à faire. Donc même j'avais vu, il y avait quelqu'un qui avait tweeté genre les confrontations journée par journée. Et quasiment à chaque journée, il y a au moins une confrontation de ces équipes qui sont 5, 6, 7, 4, 3. Oui, 2. Donc en fait, ça va se battre pour la finale. C'est des finales en fait. Exactement. Chaque journée jusqu'à la fin du championnat, il y a voire des fois 2, 3 confrontations chaque week-end. Donc chaque week-end, ça va. D'accord. On essaiera de faire ça peut-être pour l'émission de la semaine prochaine, voir justement, comme tu dis, parce que ça c'est super intéressant de voir qui va affronter qui et surtout voir un petit peu les calendriers et les temps forts de cette course finale qui va être très passionnante. Oui, donc moi je voulais très rapidement revenir sur l'OL et Romain Fèvre, parce que c'est vrai que l'OL, on a beaucoup parlé des joueurs qui sont recrutés, parfois il y a des erreurs qui sont faites, parfois il n'y en a pas, mais là ce que j'aime bien avec Romain Fèvre, en fait, c'est que c'est un pur produit Ligue 1. Et quand tu prends un joueur comme ça qui connaît le championnat et qui a envie en vérité de montrer ce qu'il sait faire sans se poser des questions sur son avenir ou sur autre chose, ou si je m'entends avec un tel ou avec le coach, en fait tu sens que la mayonnaise elle prend. Pourquoi est-ce que parfois on se prend la tête à aller chercher loin alors que finalement tu as des joueurs comme ça qui sont là sous tes yeux et qui t'apportent la Romain Fèvre, comme tu le dis, pour moi c'est typiquement le profil qu'il faut pour ces clubs là. C'est pour ça que l'année dernière j'ai exagéré un petit peu, tu vois, mais avec des profils comme Bourigeaud. Mais c'est parce que ce sont des bons joueurs de Ligue 1. Si tu prends Fèvre, si tu prends Bourigeaud, si tu prends Honora, énorme. Tu prends des garçons comme ça, ce sont de bons joueurs. Et à l'époque, Lyon avait un petit peu cette philosophie-là. Je me rappelle, bon, après ça n'avait pas été le plus gros crack de l'Olympique Lyonnais, mais genre Danick. Gaël Danick. Voilà, donc c'était des recrutements en Ligue 1. On a fait d'autres, Ndombele, Mendy, bien sûr. de la Ligue 1, tu vois. Bien sûr, mais Lyon a toujours mixé un peu le truc, mais c'est vrai que historiquement, tu as raison sur le recrutement lyonnais. À part, du coup, ces 2 dernières années, on l'avait un peu moins fait, mais on avait toujours pris du bon vieux made in Ligue 1, Ligue 2, tu vois. C'est ça. Alors que beaucoup d'autres équipes ont tendance à le faire assez peu quand même, quoi. Non, mais c'est ça, je sais pas ce que tu en penses, Zach, mais peut-être revenir à un schéma où tu vas un peu plus chercher des joueurs dans le championnat plutôt que de vouloir ouvrir absolument. Franchement,
honnêtement, à l'heure actuelle, oui, avec le départ de Juni, tu vas un peu calmer la filière brésilienne, tu vois, et tu as envie de repartir sur du bon vieux Ligue 1. Donc, c'est-à-dire, tu sais, un joueur de Ligue 1 talentueux sur lequel tu mets 10, 15 millions d'euros, qui vient, te fait 2-3 grosses saisons et peut être revendu à terme. C'est le but à l'OL, on le sait, avec le modèle économique qui demande encore quelques années de remboursement pour le stade et les différents prêts, et qui pourront peut-être à terme permettre de retenir plus les joueurs une fois que tu n'auras plus vraiment de dette, ou en tout cas beaucoup moins. Et à l'heure actuelle, Romain Fèvre ramène beaucoup de choses. Alors, j'ai vu certains dans le chat dire c'est son premier vrai gros match à Lyon. C'est un vrai gros match, mais il faisait déjà de bons matchs. Après une première entrée timide contre Monaco, ça montait doucement en puissance. Contre Lille notamment, où Lyon fait pas un match dégueu, on en parlait la semaine dernière, c'était déjà l'un des plus sérieux et un des plus gros dangers, tu vois. J'ai bien aimé le voir à côté d'un Malo Gusto qui, même si Malo Gusto avait eu quelques carences techniques lors de ce match, t'apporte un truc qui est exclusif et phénoménal de l'activité côté droit. Donc, c'est-à-dire que Fèvre pouvait à certains moments se permettre de rentrer intérieur tout en étant sûr que tu as constamment un mec qui dédouble, et ça, c'est quand même une très bonne qualité. Après, Lyon avait fait 2 victoires au Moustoir en 11 ans et gagne 4-1 là. Je te cache pas que celle-ci, en plus, ton équipe elle a gagné le vendredi soir. Ça y est, le week-end est fait. Maintenant, perdez vos points, les restes. On est là, on scrute le classement. Alors, bien sûr, je dis scruter le classement parce que Lyon peut encore se qualifier en Europa League. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que Lyon peut faire podium encore. J'attends ne serait-ce de voir que quelques victoires convaincantes s'enchaîner. Je te dirais que les performances de Lyon sont quand même meilleures depuis le repassage au 4-2-3-1. Donc la victoire à Nice où tu les musais le complet, la victoire contre Marseille. Après, il y a quand même le match à Monaco où la première mi-temps est honteuse, on va pas se mentir. Une perf pas si horrible à Lens et Lille, tu fais un bon match mais tu perds, c'était pas de chance. Là, tu confirmes, tu gagnes. Là, dimanche, tu affrontes Rennes, qui est une équipe qui est à 5 points de toi. Tu peux potentiellement revenir à 2.2 si tu gagnes. On parlait de ces matchs importants, là, ça va en être un. Rennes, en fait, c'est ton dernier quasi gros match de la saison avant de réaffronter l'OM là-bas et Strasbourg. Tu vois, sinon, derrière, c'est des équipes contre lesquelles tu as perdu des points en première partie de saison, pas le contraire. Mais derrière, on va partir sur... pas avec le même visage. Et on va partir sur les Reims, les Metz, les Angers, tu vois, les équipes où, sans leur manquer de respect, qui sont quand même plus abordables et contre lesquelles tu espères marquer plus de points. Non, mais c'est peut-être justement bon signe, en tout cas, tout ça pour l'OL, ce qu'on voit. Sur ce match face à Lens, on vous a senti quand même bien inspiré. Je sais pas. Face à Lorient, tu veux dire ? Ouais, face à Lorient, ce week-end. Moi, j'étais très content, franchement. Fèvre qui fait des travaux. Paqueta fait un match ok, en plus, pas folichon, mais sur la passe décisive, il est bien inspiré. À côté de ça, Moussa Dembélé te sort une inspiration impressionnant. Trop belle. Franchement, ça le met en confiance, c'est cool. Toko se crée un but quasi tout seul, bien aidé par le gardien lorientais. Emerson m'a écouté parce qu'il a dédoublé, fait une passe D, j'étais très content. Genre, il s'est dit Zach Nani, ça le con. Et après, à côté de ça, non, j'aime bien. Alors, en plus, on a pu revoir Jeffrey Adélaïde. On a pu revoir Jeffrey Adélaïde pour la première fois depuis 13 mois sur un terrain de Ligue 1. Et c'est assez cool, ça te fera peut-être un petit apport, tu vois. On sait que c'est quelqu'un qui a explosé quand il a commencé à jouer au poste de relayeur. On a pu également voir un autre truc très intéressant pour quelqu'un qui, pour l'instant, je trouve, fait une saison quand même correcte, en tout cas bien meilleure que sa saison l'année dernière, mais qui était un peu plus dans le dur ces derniers temps. Mais Aouar, on a pu revoir Aouar dans un double pivot, et ça, c'est très cool parce que, pour être honnête avec vous, et je trouve dans un autre registre, bien sûr, mais Guendouzi a le même problème à Marseille, c'est Aouar et Guendouzi, je trouve que c'est des joueurs qui, quand ils arrivent aux abords de la surface ou dans la surface, ça freine un peu. Je dis pas que Guendouzi est comme Aouar, parce qu'Aouar est un sacré croqueur, je le dis alors que je l'aime beaucoup. Mais du coup, quand il avait commencé à exploser au plus haut niveau, il avait explosé dans un double pivot, donc c'est-à-dire loin de la cage. Et tu te dis, pour des joueurs dont la qualité c'est technique, passe, dribble, pouvoir le faire des fois plus bas sur le terrain pour pouvoir lancer, au lieu de te retrouver dans des zones de vérité où tu foires constamment, c'est peut-être plus intéressant. Et Aouar fait un très bon match dans le double pivot. Est-ce qu'on fait pas ça parce que justement on a perdu Guimarães et que du coup on a besoin de peut-être de ce genre de profil dans bien sûr que si, mais je trouvais ça intéressant du coup. Aouar moins haut, peut-être plus bas, qui en plus cette année fait un peu plus d'efforts défensifs que quand il est plus haut et tout, tu vois. À côté d'un Cacré qui en ce moment est en costard cravate, fait des performances de très haut niveau, il récupère un océan de ballons. Why not. Après encore une fois, franchement, je te le dis, cette équipe je la connais, j'ai l'expérience. La joie elle est mesurée. On gagne contre un Lorient qui fait pas un super match, même s'il frappe une quinzaine de fois, je crois la plupart des frappes sont totalement inoffensives. J'attends une confirmation face à Rennes et derrière qu'on ait un peu de continuité et qu'on commence à assumer le statut face à des équipes plus basses, parce que dans une Ligue 1 qui fonctionne pas, enfin qui marche pas, t'es à 6 points du podium, il y a toujours un monde où mathématiquement c'est largement possible, mais est-ce que moi j'y crois? J'y suis pas encore là. Non mais j'ai presque envie de dire que Rennes ça va être un match test, ça va être un match justement pour voir un petit peu ce que cette équipe vaut vraiment. On parlera tout à l'heure bien sûr de l'affiche de ce week-end.
Olympique de Marseille, AS Monaco, ce sera tout à l'heure. On va débriefer ça en long, en large. Juste avant, il fallait qu'on parle de Bordeaux. On l'a fait en septembre dernier. On avait reçu Scipion, gros supporter du club, gros tweetos aussi, qui était venu nous dire un petit peu ce qui se passait entre King Street, entre le recrutement. Il y avait encore Vladimir Petkovic à l'époque. Et depuis, de l'eau a coulé et surtout Bordeaux a coulé. Ça, c'est le plus important. Scipion est avec nous pour justement venir faire le point. Et ouais, il est présent et en plus, il est là en visio. Salut Scipion, est-ce que tu nous reçois ? Moi, je vous reçois parfaitement. J'espère que vous allez bien, Zach, Braque et Kanto. Je crois que ça va mieux que toi, frérot. Ça c'est sûr. Alors apparemment c'est juste en vocal, je crois qu'on a eu un petit souci, du coup j'aurais bien aimé qu'on puisse te voir. Scipion, bienvenue à toi comme d'habitude dans Hors-jeu, c'est un plaisir de t'avoir. Encore une fois le moment est difficilement choisi, mais là on a bien la sensation, on le reverra au classement, que Bordeaux est en train de filer tout droit vers la Ligue 2. On a une sensation, Scipion, en tout cas quand on voit les matchs de Bordeaux, c'est que c'est pas une équipe complètement démunis de talent. Il y a vraiment, encore une fois, des éléments pour y croire, mais on sent bien qu'il y a toujours un truc qui fait que ça n'avance pas. Quel est ton constat aujourd'hui, toi ? Ouais, t'as dit que ça n'avançait pas et je te rejoins là-dessus. Quand j'étais venu, j'avais dit que voilà, cette équipe avait pris du retard, que Gérard Lopez avait repris le club fin juillet, Petkovic était arrivé 10 jours avant le début du championnat, que les recrues étaient arrivées vraiment sur la fin du mercato. Donc je pense que cette équipe, elle avait, quoi qu'il arrive, perdu du temps. Mais entre-temps, on a vu que la méthode Petkovic ne passait pas, que défensivement, on est dans les tristes records. On va sur le record de 3 tout simplement de la saison 2015-2016. À savoir plus de 80 buts encaissés, on y va tout droit vu le calendrier qui reste. Il y a eu un changement, je pense que ça a été enclenché cet hiver avec l'arrivée de David Guillon, l'ancien coach de Reims. Il y a eu du mercato parce qu'il y avait quand même eu des efforts et là on s'est dit ils veulent quand même sauver le club, donc Guy Lavogui est arrivé, des espoirs comme Amedovic et Ignatenko ont aussi pris la relève. Il y a Marcelo dans un autre cas parce que Bordeaux a décidé de se séparer de Koscielny et il fallait ce défenseur central expérimenté de Ligue 1, du coup le choix s'est porté sur Marcelo. Les premiers matchs contre Clermont et Monaco, on s'est dit on sent qu'il y a encore un peu de fragilité, mais l'équipe s'accroche. Par contre, hier contre 3, j'ai vraiment assisté à une équipe qui renonce et qui a des trop grosses lacunes pour se maintenir. À savoir qu'au bout d'un moment, l'état d'esprit, la grinta, l'envie, ok, mais hier c'était surtout très très faible techniquement, beaucoup de ratés, des passes à 3 mètres. Et en plus, une vraie cassure pour la première fois avec le public, où on a assisté à 5 dernières minutes totalement silence, une sortie du stade. J'ai jamais connu ça où personne parlait. C'était vraiment une marche funéraire, donc un sentiment un peu abattu. C'est violent. Non, mais je te jure, j'ai jamais senti ça. J'étais vraiment moi-même accablé. Je me suis dit, en fait, on y va tout droit. Autant, tu vois, l'année dernière, sous Gasset, quand il y avait la série négative et tout, on savait que ça allait être dur, mais on pouvait s'accrocher. Là, tu vois, il reste plus d'une dizaine de matchs, mais tu vois, je me dis, en fait, on n'arrive pas à se mettre en condition encore qu'on joue le maintien. 3, c'était une finale, on l'a perdu, mais vraiment on l'a perdu avec la manière, c'est-à-dire on a rien montré, et en plus les joueurs, Guy Lavogui voulait les parler avec les ultras à la fin, les supporters ont refusé, donc comme je te dis, une vraie cassure en plus qui est là entre les joueurs et les supporters. Oui, et je pense qu'on a tous vu, si on a regardé un petit peu les images d'après-match, on a tous vu la sortie de Guy Lavogui au micro de Prime Video, où il tire dans tous les sens, il dézingue un peu tout le monde, il dit faut rentrer chez soi, faut fermer sa bouche. Enfin, tu sens que les mecs sont plus du tout là et que ils ont presque même plus envie de se battre. Gros, mentalement, c'est horrible. Non, mais franchement, déjà tu perds contre 3, qui est une autre équipe, qui n'est pas spécialement flamboyante, même si elle venait d'accrocher un match nul contre Marseille. Et après, derrière, tu perds avec la manière, comme il l'a dit. Et c'est terrible. T'as encaissé 65 buts en 27 matchs. T'imagines mentalement ces joueurs-là, ça fait 8 mois, enfin 6-7 mois qui ne vivent que de déception. Oui. C'est horrible pour un club qui n'est pas habitué à vivre ça. Tu vois, c'est pas un club Bordeaux qui est voué à jouer le maintien constamment. Donc là, franchement, ça doit être déception de ouf. Déception depuis 6-7 mois, bon un peu plus parce que Longue Épée, ça fait quand même quelques années où c'était déjà un petit peu la déboire totale au sein de ce club-là. Scipion, c'est quoi ? C'est depuis que Trio est plus là, de toute façon, que ça a commencé à partir un peu en sucette.
Ouais, c'est vrai que Trio gardait les rênes. On peut dire qu'il y avait quelques manques sur les investissements par rapport à l'équipe, où on se disait, bon, bah, ça remet plus d'argent. Après, bah, le fameux titre de 2009, la belle campagne de Ligue des Champions. Mais tu vois, j'étais tellement loin d'imaginer que, enfin, je le dis, quand l'équipe était 8e, 9e sous Francis Gillot, enfin, c'était un peu à feu et à sang du côté du Haillan. J'étais loin d'imaginer ça. Et c'est vrai qu'il y a eu l'erreur, je pense, de la part de Nicolas de Taverneau à l'époque et de M6 de vendre un peu au premier venu, c'est-à-dire les Américains sont arrivés avec un projet qui était entouré quand même avec pas mal de flou. Voilà, et à partir de là, un espèce de cycle infernal où on a du mal à rattraper ça, où Gérard Lopez arrive, mais on se rend compte que l'équipe était déjà très faible l'année dernière. Il y a eu des recrues, mais il y a eu beaucoup de manquements justement sur ce mercato. Et on se rend compte que dans cette Ligue 1 qui a énormément progressé, où le niveau homogène s'est resserré, une des heures comme ça passe plus. Et tu vois, franchement, le mercato, à part Elis et Onana, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont des grosses déceptions. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est loupé. Alors Gérard Lopez lui a indiqué que même en cas de descente, il serait toujours là. J'ai quand même du mal à nous voir en Ligue 2 parce que là, il faut concrètement qu'on parle de l'avenir. C'est que Bordeaux, financièrement, par rapport à DNCG, ça peut faire une Strasbourg, une Bastia, quoi. On peut se retrouver en National 3 du jour au lendemain. Donc il n'y a pas cette prise de conscience, encore une fois, chez les joueurs du danger qui arrive. Et vraiment, dans les attitudes, voilà, tu vois, Guy Lavogui, il est là depuis 3 semaines. Il a déjà le brassard de capitaine. C'est-à-dire aussi que dans le leadership, il y a un gros manque à Bordeaux, quoi. Et c'est ça peut-être aussi les problèmes de ce type de projet où les joueurs passent, mais tu vois, tu as du mal à avoir des mecs fiables sur la durée. Cette année, on a eu quoi? On a eu Koscielny, on a eu Costil capitaine, on a eu Adli, on a eu Houdin, on a eu Wang. Enfin, il y a une espèce de turnover assez fou. Donc, pareil, au niveau du leadership, il y a des gros manquements, ouais. Ouais, quand tu entends ça, c'est tellement criant et révélateur de ce qui se passe. Quand tu vois tout ça, toi, tu penses qu'il y a moyen de sauver ce club? Tu penses qu'il y a des solutions? Moi, je pense qu'il y a moyen parce que le recrutement a été intéressant, parce que derrière, il manquait quand même pas mal de monde et qu'ils ont recruté un petit peu dans ce secteur-là. Le problème, c'est que la sauce prend toujours pas et qu'il y a toujours une énorme dépendance des performances de 3 joueurs depuis le début de saison, à savoir Elis, Wang et Adli. Sauf que là, on a vu qu'Elis était sur le banc ce week-end. On a vu que Adli, ça fait quoi, 3-4 matchs où il est pas très bien dans ses résultats. Que quand Wang ne marque pas, Bordeaux ne marque pas tout simplement. Que des garçons comme Houdin, où on peut penser que le fait de retrouver Guillon peut lui faire du bien, parce que c'est quand même son entraîneur à Reims et que Houdin était le joueur phare de Reims à l'époque quand Guillon était là. Donc il faut voir si aussi un garçon comme Houdin peut arriver lui aussi à venir aider cette équipe en ayant des performances XXL, parce que là ça va être le moment, rien n'est terminé. Et ce qui est beau et dramatique à la fois dans ce championnat-là, c'est que on voit qu'avec la défense catastrophique de Bordeaux et ses fameux 65 buts encaissés, mine de rien, tu gagnes 2 matchs d'affilée, tu n'es plus relégable. Donc c'est pour ça que même si aujourd'hui les supporters peuvent être frustrés et que cette équipe bordelaise va très mal, rien n'est terminé, parce qu'il y a beaucoup d'équipes justement qui avancent très peu dans ce championnat-là, et que même si c'est mal engagé, il faut y aller. Il reste un peu plus de 10 journées. Il y a largement de quoi se maintenir. C'est marrant, Scipion, parce que toi, à l'époque, quand tu étais venu justement au début nous parler, tu disais qu'il y avait peut-être un petit peu d'optimisme et que justement, il fallait peut-être recruter un attaquant. Je sais que dans la team aussi, on le disait qu'avec un vrai buteur, ça pouvait te permettre d'aller chercher des points un petit peu à droite à gauche. On se rend compte que même en étant parti chercher Elis, qui est pas du tout à blâmer parce qu'il fait ses stats. Wang, c'est peut-être un petit peu plus aléatoire, mais il est quand même présent. Ça reste un des plus gros talents de votre club. Tu étais très optimiste. Aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que tu arrives à te projeter sur l'avenir? Est-ce que tu arrives à te dire que finalement la descente peut être évitée? Ouais, tu l'as dit sur le secteur offensif, Bordeaux a marqué autant que Nice et Lyon. A marqué même plus que Lille. Enfin, tu vois, c'est une équipe avec énormément de paradoxes, mais au bout d'un moment, défensivement, quand tu luttes pour le maintien, ça tient pas la route. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? En fait, je me suis dit que quoi qu'il arrive dans ce championnat de seconde partie, il y avait des finales pour Bordeaux au niveau du maintien. Il y en a déjà 2 qui sont passés contre Clermont et Troyes. Il reste Saint-Etienne, Lorient et Metz à la maison. Donc on sait que le maintien, quoi qu'il arrive, sera pas à 42 points. Il faut aller gagner ces matchs-là, mais comme je te dis, contre 3, c'était se mettre en condition, voir si cette équipe savait ce qu'elle devait jouer, et on a vu que il y a eu des grosses failles. Là, ce week-end, ça va au Parc. Bordeaux doit encore jouer à Lille, à Lyon, à Nantes, doit recevoir Nice. Donc tu vois, au niveau du calendrier, ça peut être très très vite sanctionné, quoi. Le ressort mental. La fenêtre pour David Guillon pour ressouder ce groupe, elle est infime. Lui-même l'a dit en conférence de presse. Voilà, Bordeaux n'a plus beaucoup de temps.
voilà, c'est la mission commando qui est activée. Et je pense que Bordeaux, par rapport à une équipe comme Saint-Etienne, justement, a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que Saint-Etienne, dès décembre, ils sont allés chercher Duprat. Les premiers matchs, ça passait pas, mais c'était une équipe qui manquait de réussite. Là, pour le coup, Bordeaux, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Vraiment, il n'y a pas de facteur extérieur pour expliquer ça. C'est juste, voilà. Et après, oui, c'est sûr que les conséquences d'années de politique sportive décevantes qui ont mené à ça. Donc, aujourd'hui, 20e, pire défense d'Europe. Voilà, c'est vrai que le bonnet d'âne va bien à cette équipe. C'est ouf, hein, vraiment, franchement, c'est la première fois que la Ligue 1 va se jouer. Enfin, pas la première fois, mais je pense que ça fait très longtemps qu'il y a autant d'objectifs qui vont se jouer aussi bas. Là, tu vois, si on peut revoir le classement, s'il vous plaît, genre 18e place, regarde, 24, 25 points, il reste 10 journées. Donc, ça veut dire quoi? Ça va se jouer à combien? À 35 un truc comme ça. Et pareil, le podium. 27e journée, Nice et Marseille ont en dessous de 2 points par match. Ces dernières années, le podium, c'était 2,1. Là, on est en dessous de 2 points par match encore. Donc, c'est un truc de ouf. T'as l'impression que le podium va se jouer aux alentours de quoi? Peut-être 66, 8 points. Et t'as l'impression que pareil, genre le maintien va se jouer au niveau de 35 points. C'est pour ça que je sais pas si vous en rappelez, depuis le début de saison, on n'arrête pas d'encenser la Ligue 1, à dire cette année on se régale, on voit des matchs avec beaucoup de buts. Et au bout de quelques semaines, j'avais fait la réflexion, je me suis dit, mais attends, mais en fait, est-ce qu'on se régale en Ligue 1 parce qu'il y a plus de jeux, ou est-ce qu'on se régale en Ligue 1 parce que les défenses sont beaucoup moins resserrées et beaucoup moins qualitatives que ce qu'on a vu avant? Et au final, c'est ce que je me rends compte, c'est que les équipes prennent beaucoup de buts, il y a beaucoup moins de régularité, tu sens pas qu'il y a une équipe qui est ultra solide et qui va arriver à tenir ou à faire un peu un park the bus, parce que aucune équipe aujourd'hui n'est capable de faire ça, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas plus mal. On a pris un petit virage finalement. Je suis très content de ça. On a pris un petit virage, mais je pense qu'après, oui, c'est que tu as besoin aussi de renforcer tes clubs, tu as besoin d'être plus stable et d'avoir des joueurs, enfin peut-être d'augmenter la qualité technique générale du championnat, ce qui va faire qu'à la fin, tu continueras de prendre des buts, mais en tout cas, tu seras peut-être un peu plus solide et tu auras des équipes qui vont continuer à s'exprimer, parce que c'est ce qu'on veut voir. Duprat est arrivé à Saint-Étienne. Bon, le mec, il arrive, mission commando, tu sais qu'il va pas continuer à faire défendre Kolo Djezak à 50 mètres de ses buts et qu'il va pas t'imposer un pressing tout terrain, quoi, tu vois. Genre, avec tout le respect que j'ai pour l'effectif de Saint-Étienne, qui d'ailleurs remporte une bonne victoire face à Metz ce week-end, tu vois, que j'ai pu voir. Les matchs étaient bien nuls en plus. Mais Saint-Étienne qui a gagné un match en plus bien, avec un Bouanga bien en jambes. Franchement, lui, quand il est en forme, c'est le fun. Bouanga, non, franchement, Bouanga bien en jambes, Madi Camara bien en jambes aussi. L'équipe de Saint-Étienne gagne un match sérieux et très important en plus pour ce maintien. Et de toute manière, t'as l'impression que Newcastle, Saint-Étienne, tu vois, ça c'est des équipes qui ont réussi à tourner un petit peu la dynamique. Voilà, exactement. Non, mais en fait, c'est marrant, Scipion le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu prends Bordeaux et quand tu prends Saint-Étienne, tu regardes les deux équipes, en fait, c'est encore une fois, c'est un peu philosophique, mais ça se voit sur les visages, ça se voit sur l'envie. Tu vois bien que tu as une équipe qui est en train de retrouver de la confiance, qui est en train de retrouver un peu d'allant, quoi. Et Bordeaux, tu les vois s'enliser, tu les vois s'enfoncer, et vraiment, tu cherches la solution. Là, on est au-delà du problème mental, Scipion, du côté de Bordeaux. Ouais, je vais pas te dire le contraire. Là, il y a plusieurs choses qui ont été tentées, un peu cette espèce d'union sacrée depuis le début de la saison entre les supporters et le joueur. Là, on a pu voir que hier ça a volé en éclats. On a cherché un peu cette méthode Coué, mais au final, on est obligé de regarder en face la réalité du club. C'est que je te l'ai dit, franchement, on peut parler, tu vois, d'état d'esprit et tout, mais hier, j'ai vu un truc trop faible. Et même, tu vois, dans le chat, j'ai vu des personnes dire on peut pas parler de facteurs extérieurs comme l'arbitrage. Ouais. Alors oui, tu peux toujours dire que quand tu es dans ces situations-là, tu as le petit facteur chance qui tourne en ta défaveur, que tu as des décisions qui sont pas avec toi. Mais là, hier, je suis désolé, contre 3, rien que le nombre d'occasions, rien que la manière de jouer de l'équipe, rien que la manière de porter le danger, il y avait rien qui allait. Donc moi, je vous le dis, là, on est en grand danger. Je sais pas trop ce qui peut se passer parce que voilà. Vu le calendrier que t'as annoncé, mon gars. Franchement, vu le calendrier que t'as annoncé, franchement, moi, pour les équipes que j'ai vues, alors à l'époque, j'avais cité Saint-Étienne comme vrai candidat à la relégation parce qu'ils étaient cadavériques, ça va beaucoup mieux. Mais alors là, Bordeaux-Metz. Franchement, même Clermont, t'en as vu du bon. Clermont, t'as vu des choses à des moments, tu vois. Les mecs, ils ont réussi à sortir des résultats de prestige. Vas-y, même un Lorient à domicile, même s'ils viennent de se prendre 4-1, ils ont pu sortir des points. Ils avaient battu notamment Monaco en début de saison, tu vois. Saint-Étienne, on a vu que c'est revenu. 3, se sortent une victoire de prestige, enfin une victoire à nul contre l'OM la semaine dernière. Là, ils viennent de gagner. Bon, tu te dis que ça, c'est des équipes. Vas-y, je les vois plus se maintenir. Mais alors là, Metz-Bordeaux. C'est très très dur. Non, on est bien d'accord. Scipion, je sais pas si tu veux rester avec nous parce que là on va parler de Marseille-Monaco et tout à l'heure, je sais pas aussi si tu voulais peut-être réagir sur le match du PSG, peut-être donner ton avis, ça te dit ?
Bah écoutez, moi je suis avec vous, si vous voulez, il n'y a pas de quoi, on est bien là. De toute façon, si on parle de trucs un peu plus positifs, moi je prends, parce que hier au stade, j'ai vécu un truc paranormal. Une défaite de Marseille, ça doit te mettre heureux un petit peu, ça doit te purger un peu le truc. Non, mais Zach, il connaît les rivalités du foot français, ça fait plaisir. Non, bien sûr. Moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas que les supporters de clubs qui gagnent tout qui ont le droit de vanner. Même si t'es dans le fond du trou, faut continuer à vanner les supporters des équipes adverses, parce que il ne reste que ça. Si on n'a plus ça, on n'a plus rien. En vrai. Oui, c'est le sport, c'est le foot. Ok, Scipion, on te garde un peu encore avec nous, et il faut qu'on parle donc maintenant de Marseille-Monaco, défaite de l'OM, donc défaite assez bon, pas surréaliste, mais en tout cas, assez inattendu quand tu vois à quel point l'OM a pu quand même à un certain moment dominer ce match. Alors après, il y a eu des indélicatesses, il y a eu de l'imprécision dans ce match-là. On l'a vu, demi-temps qui sont pas vraiment ressemblés. Kanto, on le sent bien en fait. L'OM, ça fait au moins 2 ou 3 semaines. Toi, je t'écoute vraiment bien, et on voit la dynamique de l'OM. Ouais. Ils étaient deuxième, mais on savait que c'était pas suffisant, et on savait qu'il y a un moment donné où ça allait commencer à flancher. Et là, on est en plein dedans, très clairement. Le truc, c'est que j'ai une part de moi où mon ego est flatté, parce que ça fait maintenant plusieurs mois où j'aime pas le système de jeu de Sampaoli, et je savais que tôt ou tard il y aurait une cassure. Pourquoi ? Parce que tu es trop exigeant envers certains joueurs clés. On en parlait avec Rongier, dépassement de fonction en permanence, Guendouzi pareil, Payet qui est obligé d'être un génie à 200% de ses matchs si on veut créer quelque chose. Et du coup, je savais que tôt ou tard, ça allait casser. Sauf que l'OM était deuxième, et que c'est dur de critiquer un entraîneur qui était deuxième. Sauf que la dynamique s'inverse un peu, on est éliminé en Coupe de France, on est passé troisième, je pense que Rennes ne va pas tarder à passer troisième, on sera hors du podium. On joue pas bien, on fait une belle première mi-temps, mais on sent qu'il y a une cassure. C'est lunaire, la sortie de Milik hier avec Thierry Henry et Thibaut Leroll. Il a dit quoi exactement ? J'avais pas vu. Je crois qu'il se plaint de ne pas avoir assez de temps de jeu. En gros, il se plaint du système Sampaoli. Il a dit on a joué, je sais pas, c'est une connerie, mais on a joué 50 matchs, on a joué 50 fois avec des systèmes différents, avec des compositions différentes, que lui il a pas assez le temps de jeu pour être en forme, etc., qu'il a pas assez de ballons. Enfin bref, il a dit un petit peu ce que tout le monde pense et ce que tous les journalistes mettent en avant, à savoir, la semaine dernière, je disais 24 compositions différentes en 26 journées, c'était quand même assez étonnant pour un deuxième, où tu es censé quand même être deuxième, avoir une certaine stabilité. Bon, faut croire que ça marchait, mais là ça marche de moins en moins. Je mettais en garde sur les problèmes de vestiaire, avec Arkadiusz Milik qui est très respecté, avec Steve Mandanda qui s'est fait un petit peu dégager un petit peu malproprement pour la légende du club qu'il est, avec Alvaro qui a fait une sortie médiatique, Milik qui fait une sortie médiatique. J'ai l'impression que là on est un peu dans un truc où il faut qu'il y ait Longoria qui tape du poing. J'en ai parlé la semaine dernière, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un de haut placé, avec beaucoup de tempérament et beaucoup de poigne au sein de ce club. Il faut que quelqu'un réagisse, parce que là, ça ne va pas. Dans le jeu, effectivement, première mi-temps, on a été bon. L'OM fait une belle mi-temps. Franchement, vous marchez sur Monaco. Oui, la première mi-temps est très bonne. Après, tu n'arrives pas à marquer, mais il y a du jeu, il y a des échanges. Il y a de l'intensité aussi. Il y a beaucoup d'intensité. On a un bloc haut. Monaco a très peu d'opportunités. Non, c'est bon. Le problème, c'est que tous nos matchs, on arrive à être bon à un moment donné, derrière un peu craqué. On est revenu avec de mauvaises intentions en seconde période. Il y a déjà ce but refusé pour position de hors-jeu de Jean-Lucas. Bon, est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu ? Ça, j'en suis même pas sûr, sincèrement. Mais voilà, c'est des scénarios qui se répètent encore et encore et encore. Moi, je veux bien qu'au début, on me parlait de Sampaoli, la Grinta. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand Sampaoli arrive, et que les 2 premiers matchs, tu as Cuisance qui met un but à la 90e. Ouais, c'est ça, c'est Sampaoli, c'est la Grinta. Mais moi, le problème, c'est que la Grinta, je la vois souvent 45 minutes et pas plus. Ouais, il est là ton vrai problème. Zach, toi, si on dézoome un peu la situation. Moi, franchement, déjà, il y avait un truc que j'avais pas trop aimé. J'ai compris le retour au losange qui a marché plutôt pas mal face à Angers. Même en première mi-temps face à Angers, après les 2 buts encaissés, il y avait eu un peu de hurrah football, mais j'avais trouvé ça assez positif, tu vois. Mais après, quand tu mets un losange et que pour animer les couloirs, tu mets 2 joueurs qui sont pas des spécialistes des couloirs, j'étais là un peu bizarre, parce qu'un losange, par définition, t'es très axial, et c'est tes 2 latéraux qui vont te faire le couloir. Quand tes 2 latéraux, c'est Rongier et Lohan Pérez qui n'est pas latéral, t'es là.
bon, un peu bizarre, tu vois, sur ce choix, je n'étais pas trop d'accord. Après, à côté de ça, l'OM, je tiens quand même à le dire, fait quand même une bonne première mi-temps, tu vois, maîtrise bien ses gammes, mais était quand même déjà un petit peu en danger sur transition. Tu vois que Monaco, la bonne passe qui passait, la petite transition, la rapidité, dès qu'il y avait une petite prise de profondeur, ça pouvait y aller. Et ça a été une constante pour l'OM cette saison, notamment au niveau de sa défense, ça a été l'alignement. Alors, ok, t'as un Saliba qui, dans la lecture des trajectoires, est très bon. T'as eu un Tchaïta Tsar qui, en première mi-temps, a eu de très bonnes interventions. T'as même eu Luan Pérez qui, par moment, était pas dégueu, même si tu sais que son apport offensif à lui est quand même, on va dire, assez réduit. Mais alors, pour le reste, sur le but de Monaco, t'as vu une défense avec un Luan Pérez un peu aux fraises et un alignement absolument lunaire. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est un problème de tout. En réalité, l'OM, je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose qui remonte déjà. J'en avais parlé ici à l'époque lors de PSG-OM, donc je l'avais dit la semaine dernière, où en 11 contre 10, Marseille n'essaie même pas de chercher la victoire. Ouais, et dans le chat, à l'époque, on m'a dit, mais c'est normal, il y a Mbappé. Je dis, bon, si en 11 contre 10, tu dois pas chercher à gagner le Classico chez toi, à domicile, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Après, derrière, c'est qu'une constante de la pseudo-maîtrise que l'OM a envie d'avoir dans ses matchs, à des moments en acceptant de reculer, à des moments vouloir faire tourner le ballon à l'infini, et puis après derrière sur une gestion d'effectifs qui, pour ma part, niveau Sampaoli, est complètement douteuse. Il tire la corde sur certains, il en réintègre pas d'autres, tu vois. Alors moi, par exemple, hier en fin de match, je vois un OM qui pousse, mais qui manque de percussion. T'arrives, tu vois Guendouzi qui se retrouve dans la surface là où il est le moins efficace, dans des situations où des fois il est en faux pied. Et t'es là, mais ça manque pas un peu de dribble? Alors ok, il y a Bamba Dieng qui rentre, mais moi je comprends pas pourquoi ne sont pas réintégrés des mecs comme Harit, des mecs comme Conrad, des mecs comme ça. Et là directement il y a des Marseillais qui vont me dire mais ils puent la merde, ils sont mauvais, nanana. Oui, effectivement, j'ai aussi vu les matchs, ces derniers temps, Harit et tout machin, c'est pas bon, je veux bien. Mais là, on veut des profils, des dribbleurs, des mecs qui te peuvent dans la percussion t'amener une folie en fin de match, et puis surtout peuvent se relancer sur ça. Parce que dans ce cas-là, dans le postulat, donc ils méritent pas de rentrer 10 minutes parce qu'ils sont pas bons en ce moment, et ben on les relance quand? Enfin, tu vois, genre, jusqu'à la fin du contrat, bah non, la gestion de l'effectif, c'est aussi un petit peu ça, tu vois. Parce que d'ailleurs, les premiers changements que Sampaoli, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il rentre des latéraux. Ah ouais, il rentre Kolasinac et Paul Lirola. Donc, tu vois, il faut être un peu plus offensif, il faut le faire. Donc, Sampaoli, des grands discours, tu vois, directement de nous, on va attaquer jusqu'à la 95e, on va marquer plein de buts, nanana. Bah, excusez-moi, c'est loin de ce qu'on a vu. Et entre le discours et ce qu'il met en place, bah, ce serait qu'un énième entraîneur qui vient en voulant la jouer quéquette offensive en Ligue 1, puis qui repart que entre les jambes et qui repart et qui devient le frileux dans la classique lignée des entraîneurs français qu'on peut tailler pour ça, tu vois. Franchement, à l'heure actuelle, Sampaoli, c'est un entraîneur défensif, mais je suis très sérieux, c'est un entraîneur défensif. Et pourtant, on n'arrête pas de parler justement du fait que les joueurs ne savent pas comment se placer sur le terrain, qui sont toujours utilisés un petit peu à contre-emploi. Bordel, il n'y en a aucun qui est à son poste. Non, déjà ça, mais même au-delà du poste, je trouve même que dans les intentions, bah c'est pas ouf, parce que tu vois, hier encore, tu dis première mi-temps avec des joueurs pas à leur poste, c'est faisable. Je te rappelle en début de saison, le 3-3-3-1, à un moment, je crois que vous gagnez un match avec Gay en 6, Lirola au milieu, tu vois, et des rôles très hybrides, mais avec des joueurs libérés qui savent où se placer dans les zones et tout, c'était pas mal, tu vois. Moi, je dirais que moi, au-delà du simple, sans dire que c'est pas un problème, au-delà des joueurs pas à leur poste, je pense que dans la volonté et l'animation, c'est pas ouf, et que dans la gestion de l'effectif, avec certains temps de jeu, certains joueurs, et ben les deux cumulés, ça t'a créé un effectif avec des frustrés dedans, ça t'a créé du coup un collectif qui a commencé à jouer à contre-nature, des joueurs qui évoluent pas dans les zones où ils sont bons, mais quand je dis jouer dans les zones là où ils sont pas bons, parce que ils jouent des fois loin du but, tu vois, et au final, je trouve ça pas ouf, tu vois. Et à l'heure actuelle, Marseille, bah c'est vrai que ça commence à descendre un petit peu, ça perd contre Lyon, ça perd contre Nice, ça perd contre Monaco, ça fait nul contre 3, ça perd Clermont. Et il reste quand même pas mal de gros matchs, sachant que là en février ils avaient leur match un peu plus simple. Après moi franchement tu vois, Milik j'aime bien, mais je trouve qu'on en fait trop avec lui, tu vois. Genre je vois des Marseillais limite sur Twitter. En fait, tout ne dépend pas que de lui. T'as l'impression que déjà, ça tourne déjà il est pas si extraordinaire que ça. Je vais commencer à parler français. Il est pas si extraordinaire que ça. Hier Ben Yedder te montre c'est quoi un numéro 9 moderne en 2022. Milik à l'heure actuelle c'est beaucoup de servez-moi dans les bonnes zones et je vous ferai des trucs, mais quand le ballon arrive à lui c'est pas ouf, et pour un mec qui a une grosse carrure il se fait bouger très facilement, je trouve, et c'est un très bon attaquant, rien à dire. Mais quand je vois des Marseillais, ils sont là sur Twitter à être là en mode putain mais quelle chance, on dirait Milik c'est un bénévole chez eux, ouais quelle chance on a de l'avoir, il nous octroie une chance de jouer chez nous. Mais t'es là, mais est-ce qu'il voudra même rester? Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, le Milik il peut viser peut-être un peu plus haut, mais c'est pas un cadre de top club exceptionnel en mode mais qu'est-ce qui branle à Marseille, tu vois. Bah non, je suis désolé, Marseille c'est un club qui est bon, d'accord, c'est un bon club qui a une bonne stature, tu vois. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'on en fait trop avec lui. Je trouve que ça a été trop fait, ces débats ont empoisonné le truc. Et je dirais même plus que Marseille a fait de très bons résultats avec lui, et
il a sorti Marseille de la merde des fois, Metz, ne serait-ce que Metz en exemple récent, tu vois. Mais il y a eu pas mal de moments dans cette saison où paradoxalement quand Marseille a bien joué, c'était sans lui aussi. Mais tu peux comprendre aussi ça que c'est aussi très marseillais, ça, quand tu as un attaquant comme ça qui vient, où tu sais que c'est un buteur et qui peut être très très prolifique parce que voilà, il a certaines qualités. On peut reparler de Benedetto par exemple, quand il est arrivé, Benedetto il était limite vu comme le Messi. Là il remarque à Boca. Et ouais, bon, il remarque à Boca, mais je veux dire derrière, les Marseillais sont quand même vite rendus compte que c'était pas si simple que ça, que d'arriver et de s'imposer dans un club comme ça. Enfin, je veux dire, ça va très vite à Marseille. Mais c'est ce fantasme du grand attaquant. Mais c'est ça, c'est le fantasme. C'est normal. En plus, statistiquement, il a un apport très bon. Je vais pas mentir, statistiquement, il a un apport très bon. Mais pour être mis dans les bonnes conditions, il faut trop de conditions. Et oui, mais ça c'est propre à tous les clubs. Et tu vois, quand j'ai vu des bonhommes, non, mais moi je trouve aussi à son profil qui a des grosses limites, tu vois, et qui à côté, ça reste un très bon attaquant. Je suis pas en train de dire qu'il pue, hein, voilà. Je dis juste que on en fait trop avec lui. Et j'avais vu des mecs même cracher sur des paillettes, des trucs comme ça, qui sortent une saison très bonne, même si dernièrement c'est un peu moins. Il est un peu moins bien. Un peu moins fou, mais hier il fait une très bonne première mi-temps. Mais ouais, j'ai vu des mecs, j'étais ouais bon, ok. Je sais pas pourquoi ce fantasme du grand attaquant est aussi gros là-bas. Écoutons l'avis de Scipion un petit peu. Scipion, toi, si jamais aussi, on peut aussi un peu parler de Monaco, hein, qui, pour le coup, a bien joué son coup, justement. Toi, t'en penses quoi de l'OM, Scipion? Est-ce que t'as l'impression que là, le club est en train vraiment de perdre les pédales? Non, je rejoins votre avis sur un peu la situation qui se détériore parce que normalement l'équipe devrait être un peu euphorique et même je l'ai dit là, vu comment le PSG se comporte, et certains ont dit cette équipe, cet effectif a des lacunes, il y a des manques. Moi, je pense que l'OM peut avoir des regrets, mais vraiment, quand on voit les résultats à domicile, quand tu perds des points contre Clermont, Reims, Metz, Bordeaux, tu es obligé de te dire que cette équipe, elle aurait pu faire beaucoup mieux. Et là, on a le sentiment qu'en plus, il y a une espèce de cassure qui est en train de s'opérer dans le vestiaire. Il y a Milik, mais voilà, vous avez aussi cité Mandanda, il y a aussi Alvaro. On a le sentiment que Sampaoli, sur ce management-là, est assez flou. Un Amin Harit qui, par exemple, si on compare le match aller contre Monaco, avait été vraiment bon dans le tempo, qui avait fait mal à cette équipe monégasque. Là, il joue plus du tout et il a totalement disparu de la circulation, alors que pourtant, l'OM enchaîne les matchs, les compétitions. Donc, ça doit interpeller. Et là, c'est sûr que Sampaoli rentre de plus en plus dans une zone trouble. Je crois que Zach a bien résumé la situation sur le fait qu'il y a eu ce changement de paradigme, le match contre Lens où il se fait remonter à la maison. Enfin, ça a représenté une cassure pour lui, il est devenu beaucoup plus pragmatique, mais là ça tourne un peu à la caricature, notamment Rongier, Luan Pérez. Quand tu recrutes Kolasinac, alors certes qui physiquement ne doit pas être à 100%, mais qui est un spécialiste du poste, normalement tu devrais lui donner un peu plus de continuité. Surtout avec une compo, je me permets, où tu te comptes que sur tes latéraux pour t'animer les côtés, quoi. Ouais. C'est ça. Okay. Non, c'est exactement ça, donc forcément... On est à se poser beaucoup de questions sur le reste de la saison de l'OM, et pourtant il y avait de très bonnes choses. Il y avait le milieu de terrain, et même hier, voilà, on a un sentiment que, voilà, vous l'avez dit, Payet, ça commence à être un peu plus compliqué. Je sais pas trop comment ça peut se terminer là, mais il y avait des signaux, et là la série actuelle montre que cette équipe est un peu en panne d'inspiration et que Sampaoli n'arrive pas à recharger les batteries ou trouver le petit truc. Et c'est vrai que si on se replonge, on a l'impression que c'est une équipe qui a régressé par rapport au début de saison, qui n'arrive plus à emballer ses rencontres. Et encore une fois, il faut revoir le match aller contre Monaco, avec notamment Bamba Dieng. Tu avais une équipe qui était hyper séduisante, qui t'avais envie de t'enflammer pour elle. Et là, c'est tout l'inverse. Tu te dis, clairement, le podium, on se disait début janvier, franchement, ils vont le sécuriser sans souci. Là, gros danger à Marseille. Et je suis curieux de voir la suite de la saison pour eux. Et attention, parce que il y en a qui sont un petit peu trop silencieux à mon goût à l'heure actuelle, et je pense que quand ils vont parler, ça va partir en couille complètement. Parce que vous avez parlé de Harit qui a un gros caractère, mais qui à mon avis aujourd'hui n'a pas une influence dingue dans le vestiaire. Mais par contre, il y en a deux qui ont un gros caractère et qui peuvent faire exploser complètement le vestiaire, c'est Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Attention, parce que là, on sent qu'il y a de plus en plus de frustration du côté de Payet quand il est en interview, quand il est sur le terrain. Guendouzi, c'est pareil, on sent qu'il est de plus en plus frustré, de plus en plus nerveux. Attention, parce que le jour où les deux vont commencer à péter un câble en interne, l'équipe va se disloquer complètement. J'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers, tu sais, un marasme complet, que c'est inévitable limite. En fait, ça va forcément être... En fait, c'est un petit marasme que tu commences à ressentir. Après, tu vois, qui monte. Ouais, tu vois, après, c'est pas du tout la même histoire dans cette saison-là, mais en 2019-2020, à la fin, tu sentais déjà que ça commençait à lâcher un peu avant l'arrêt du championnat à 28e. Ouais. Là, ça commence vraiment à... Un peu plus tôt. Non, on est à la 27e. Ouais. Donc, tu vois, c'est quasiment pareil. Mais c'est juste que là, ils sont à un point de Rennes, quoi. Et que, tu vois, ils auront leur gros match à venir, etc. Après, franchement, hier,
hier, pour après changer de l'OM, Monaco en première mi-temps, j'ai pas aimé du tout. Je trouve qu'ils font pas un super match. Après, en deuxième, c'était beaucoup mieux. Ils ont exploité pas mal de coups assez intelligents en transition. Ben Yedder fait un travail monstrueux. Oui. Ben Yedder, c'est un joueur où à la fin de sa carrière, je me demanderais, ok, Toulouse, Séville, Monaco. Petit regret, ouais, il aurait pu faire plus. Après, encore une fois, je suis le premier à vous défendre le romantisme des bons joueurs qui vont pas toujours dans les gros clubs. Donc, je ne changerai pas de discours sur ça. Très bien qu'il finisse, peut-être qu'il s'y plaît de fou à Monaco. Il s'éclatait à Séville, il était aimé là-bas, why not. Mais c'est vrai que Ben Yedder est un joueur de très bon talent. Volland fait aussi un bon match hier. Ils se sont trouvés vraiment super bien, les deux. Tu sais, des connexions qui te rappellent un peu l'année dernière. Tu sais, le Monaco qui était vraiment en feu. Chouameni, toujours bon contrôle. Très bon Vanderson aussi. Donc, c'est un Monaco qui venait de sortir face à Nantes en Coupe de France et qui rate l'occasion de gagner un trophée. Donc, ils avaient beaucoup de regrets, je le sais. Bah, c'est un Monaco sur vitesse alternative, en fait. Non, mais c'est ça, Monaco, de toute façon, t'attends pas comme plus. Lille, comme Lyon, comme plein de trucs. Ça gagne, ça perd. Ce qu'on dit là sur Monaco, la semaine prochaine, on revient, ils se sont fait la semaine prochaine, on va les détruire. C'est toujours comme ça. C'est particulier. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va refermer la page Ligue 1. Est-ce qu'on peut faire vite fait un petit mot, un tout petit mot rapide. PSG Nice, parce que ça reste quand même le premier contre le troisième. En fait, le PSG Nice, si tu veux, vu que tout à l'heure on va parler de la semaine du PSG dans la Ligue des Champions, je me suis dit on pourrait le réserver pour ça. Si ça te va. Très bien. On pourra en parler. Ok, allez, on referme la page Ligue 1. Les news, Kanto, c'est parti. Des petits trucs comme ça, des petites infos croustillantes qu'on voit passer sur le net. Juste pour détendre un peu l'atmosphère. Exactement. Cette semaine, j'en ai relevé 4. La première, elle est plutôt douloureuse. Je pense que vous l'avez tous vu sur Twitter. C'est Trevor Chalobah qui a pris un petit coup par un certain Naby Keita. Ah oui, alors ça, et qui s'est fait recoudre les bourses à la fin du match. Et dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Et Thomas Tuchel a dit qu'il avait entendu crier. Moi, je sais pas, mais rien que de le dire, vous voyez pas mes mains où elles sont parce qu'il y a Pascal Bureau. L'atmosphère, ça. Voilà, Pascal Bureau, mais j'ai très mal. Je suis pas détendu là. Je suis tendu. Je suis très tendu. Les bourses sont tendues là. Ouais, les bourses sont très tendues. Non mais l'histoire est folle. En plus, apparemment, déjà il hurlait sur le terrain. Après, ils l'ont emmené, ils sont allés le recoudre et tout. C'est terrible de se faire cisailler les bouboules par un crampon. Un gros vissé, c'est quand même terrible. Et vous avez vu passer cette image, je sais pas pourquoi, d'ailleurs je sais pas pourquoi elle a fait le tour du monde, mais Tourelle, tu sais, le mec qui pourchasse un mec dans les rues anglaises. C'est pas lui, c'est pas lui, on est d'accord. Avec sa béquille. Oui, c'est ça. Non, c'est pas lui. C'est marrant. C'est terrible. Messieurs, deuxième image. Alors celle-là, elle est un petit peu plus historique parce que ça fait quelques années déjà. C'est dans un stade en Allemagne à Leipzig. Vous savez que Zinedine Zidane en 2006, match de préparation pour la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, il avait mis un grand coup de pied dans la porte du vestiaire et depuis Leipzig, ils ont encadré ça avec un cadre doré parce que Zizou c'est Zizou et que tout ce que fait Zizou ça se garde. Exactement, c'est collector. Donc voilà, c'est une petite image sympa que je voulais mettre en avant. Bon, je savais pas du tout ce système. Moi je l'avais déjà vu passer et là c'est vrai que Braque m'a repartagé la news dans la semaine. Je me suis dit c'est vrai qu'on aurait pu en parler puis ça fait déjà un petit moment ça. 2006 c'est à CDM. C'est ça. C'est en Allemagne, oui, CDM en Allemagne. C'est ça. Moi je trouve ça ouf. En fait, moi ce que j'aime dans le foot, vous le savez, c'est les histoires, c'est un peu comment les mecs marquent leur sport. Ça veut tout dire. Pardon ? C'était un match de poule, j'ai dit match de prépa, c'était match de poule. Et pour moi, ça veut tout dire, tu vois. Le mec marque l'histoire, quoi. C'est beau, je trouve ça trop beau. Clairement. Messieurs, prochaine news, c'est une image que vous avez peut-être vue. C'était sur RMC Sport, un match de Première Ligue. Et là, on a Williams qui se fait un petit peu chahuter par Eriksen, qui pète un plomb et qui, dès qu'il voit Eriksen par terre, il commence à l'attraper pour. Il veut lui mettre un coup de coude et d'un coup, il voit que c'est Eriksen. Une calve de qualité. Grand sourire. Là aussi. CSC, mais. Là aussi, CSC. Mais voilà, c'est Brandon Williams qui voulait taper Eriksen et quand il a vu que c'était Eriksen, il s'est mis à sourire, il lui a fait un grand câlin. Très belle image. Et donc voilà, c'est les images qui. Bon, franchement, je te parie que si Eriksen n'avait pas eu son malheureux accident. Ah non, il prenait son coup de coude. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, il y a Eriksen qui est maintenant respecté. Il est mort quelques instants sur le terrain. On va quand même le rappeler pendant l'Euro. Donc beaucoup de joueurs assez jeunes doivent on de l'empathie. On de l'empathie, puis doivent être fans parce que Eriksen, ça fait partie, peut-être dans une moindre mesure, mais tu sais, les joueurs comme Schneider, comme Van der Vaart, des profils un peu créatifs qu'on a tous ou moins
kiffer à un moment donné quand on aime le foot. Donc voilà, c'est un joueur qui, à mon avis, mérite beaucoup de respect. Et encore plus maintenant. Dernière petite news, on a trouvé le débile de la soirée, ce supporter qui prend un ballon, qui essaye de le mettre dans sa sacoche, sauf que forcément une sacoche qui fait 10 cm, un ballon qui fait 3,50 m, ça rentre pas, et on voit qu'il est sacrément débile ce monsieur. Donc voilà, c'est une image sympa qui nous vient d'Espagne. C'est en Liga. J'ai parfois tendance à penser que les supporters français sont sacrément cons, mais il faut croire que les Espagnols nous concurrencent sacrément. Ouais. C'est pas que les Espagnols, hein. On va dire que les Anglais sont pas non plus les plus futés, mais là, non. Avec quelques grammes en plus derrière, ça peut aller vite. Ah, mais par contre là, lui, c'est vraiment l'animal de foire. Qu'est-ce que tu fais avec ta sacoche? Ah non, mais je crois que même il a deux doigts de mettre le ballon dans sa poche. C'est terrible. Ok, merci Quentin pour ces petites images. Je suis un peu mieux détendu, tu vois. Ça va un peu mieux là. C'est vrai qu'au début c'était chaud. Les news reviennent bien sûr la semaine prochaine comme d'habitude. Alors si jamais vous nous rejoignez là en cours d'émission, peut-être que vous avez pas entendu le début. Si Bruce n'est pas là, c'est normal, parce qu'il est juste un peu diminué et il reviendra la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, il y a rien de grave. Mais aujourd'hui il pouvait pas être présent avec nous. Allez, on ouvre la page Champions League. Ça y est, on y est. Voilà, c'est le moment qu'on aime, forcément. Ça reprend cette semaine, ça va très très vite, bien entendu. On va parler, pour commencer, de la semaine du PSG. Zach, tu vas pouvoir nous dire ce que tu voulais dire justement sur ce PSG Nice. Non, j'ai rien à dire parce que je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais entendre ce que vous aviez à dire. Ah, tu voulais nous entendre? Prépare-toi, il y a beaucoup de choses à dire là aussi. On va parler d'Inter Liverpool, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et aussi du Bayern. Savoir si le Bayern peut se faire surprendre par Salzbourg, parce que le Bayern, ces derniers temps, c'est un petit peu bizarre. On va le dire comme ça. Alors, commençons justement avec le PSG. Donc t'as pas vu ce match? Non. T'as pas vu ce PSG? Il y avait un autre match en même temps et j'ai regardé l'autre match. Je sais plus c'était quoi. C'était un match européen, je crois, et je l'ai regardé en même temps. Putain, de mémoire. Je confonds peut-être, mais je suis quasi sûr. C'était samedi soir 21h. C'était le Real Madrid. C'était le Real Madrid. J'ai regardé le Real Madrid. Ah, en fait, t'as regardé l'adversaire. Oui, j'ai regardé le Real Madrid. Ok, parfait. Justement, tu pourras parler du Real. Quentin, toi, t'as vu le PSG ou tu? J'ai regardé de travers, mais je te laisse la priorité si tu as vu le match en entier. Après, moi, je vous donne mon avis comme ça. C'est vrai que vous savez que moi, je suis un peu supporter, mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que Mbappé dépendance. Voilà, ça c'est assez terrible. Mais en fait, au-delà de la Mbappé dépendance, c'est que ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as pas de schéma alternatif, pourquoi t'as pas de compo qui peut te permettre justement de sortir de ce truc où tu sais très bien que aujourd'hui ça tourne essentiellement autour de lui, ton jeu est vraiment basé sur lui. Pourquoi t'as pas un truc alternatif? Alors on va me parler de la méforme de Neymar qui revient, qui a besoin de retrouver des sensations, qui à chaque pas s'enfonce dans le terrain, ça fait vraiment de la peine à voir. On va parler de Messi, il y a eu des gros débats ici qui se cherchent encore, était peut-être un petit peu mieux, mais tu sens qu'en fait c'est pas assez régulier encore. T'as des éléments sur lesquels tu peux compter, t'as Marquinhos, t'as Verratti, tu sais que t'as des éléments qui sont présents, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu ne travailles pas de schéma, de plan B en fait. Pourquoi t'as pas ce truc qui va faire que dans des matchs un peu compliqués, en plus où tu sais qu'en Ligue 1 t'as des équipes qui vont justement venir parquer le bus ou alors venir t'attendre et essayer de te prendre en compte, pourquoi tu vas pas proposer autre chose? Moi c'est ce que je ne comprends pas. On a un Wijnaldum sur le terrain qui franchement sur la deuxième période, je vais te dire, il a touché en 15 minutes 9 ballons. Je sais pas si tu t'imagines. Je crois pour un milieu de terrain, je sais pas, en première mi-temps il a touché à peine même pas 6 ou 8 à peine 6 qui est cadavérique. En tout sur le match il a touché 28 ballons quand Verratti en a touché plus de 110. Je sais pas, pour moi je trouve ça assez incroyable, alors que très honnêtement Wijnaldum au début j'y croyais beaucoup. Je me disais qu'à un moment donné, vu le profil du joueur, c'est exactement le type de profil dont tu as besoin au PSG. Tu as besoin de ce genre de mec, mais aujourd'hui ça prend pas. Voilà, moi j'étais pas d'accord, hein. Moi à l'époque je sais, mais moi c'était une conviction, et pourtant aujourd'hui je dois bien admettre que le mec il est pas. Tu veux un top milieu un peu technique qui va te ramener quelque chose et qui va faire en sorte que tes gros leaders ont peut-être pas besoin de constamment redescendre pour remonter le ballon, c'est pas Wijnaldum qui va t'apporter ça. Et à l'époque, franchement, il y avait pas tous, bien entendu, mais il y avait pas mal de fans du PSG qui disaient ah ouais, maintenant vous critiquez Wijnaldum parce qu'il signe chez nous. Genre, sous-entendu, s'il a été au Barça, vous auriez tous. Tu vois. Ouais. Alors que Wijnaldum, si tu le regardais à Liverpool, c'était pas dans la création pure balle au pied que tu l'attendais. C'était un fossoyeur en fait. C'est un mec. C'était un fossoyeur, un gars qui attaquait la surface et qui marquait quelques buts, comme par exemple avec les Pays-Bas à l'Euro cet été. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un joueur de devoir en fait. Tu vois, c'était le mec, tu peux compter sur lui. Il est là, il apporte du souffle. C'est un poumon. Là, vraiment, se cacher, parce que quand t'es un milieu de terrain et que t'as reçu que moins de 30 ballons, c'est que tu t'es caché. Et te cacher à ce point, c'est-à-dire faire en sorte d'être
très peu atteignable, pas squatter ligne de passe, rester bien à côté du mec qui te marque, éviter de trop te démarquer, ça fait peur quand même. Non, mais ça fait peur. Et ajouter à ça, bien sûr, cette inefficacité offensive. Aujourd'hui, Di Maria, tu sens bien que en fait, ils sont en train de le perdre, littéralement. Di Maria, qui est justement ce joueur qui est très apprécié par les supporters, qui a ce truc où quand il faut se battre, le mec, tu sais qu'il va se battre. Et en Di fait, Maria ils sont en train de le perdre. Di Maria en Champions, ça a souvent quand même été très bon dans un registre un peu différent, à savoir déjà un attaquant qui défend, parce que lui, il arrive à les mettre sur le terrain et à se donner à fond. Et il fait les efforts défensifs, donc Di Maria peut faire beaucoup de bien. Il peut faire beaucoup de bien aussi s'il rentre, parce que dans la création et dans la percussion, il peut arriver à apporter quelque chose. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, avec la sensation qu'il y a un nouveau Di Maria qui a un certain mal-être. Il est usé, il est usé mentalement. Il est pas blessé ? Non, il était là. Non, il est pas blessé. Il a raté un gros piqué d'ailleurs face à Benitez, alors que normalement il rate très rarement quand même des occasions comme ça. Ça c'est du petit lait pour lui. Ouais, c'est ça, c'est la spéciale. C'est quand il arrive un peu en diagonale, il met un petit piqué. Là, le il a piqué raté. qu'il met en finale de Copa, il te le met pied droit en plus. Là, il le rate. C'est exactement le même. Il te le rate. Mais non, moi, je suis d'accord avec toi. Je sens qu'il y a quelque chose. C'est lui qui a payé vraiment l'arrivée de Messi parce qu'il a de moins en moins de temps de jeu et de place. Mais sur un match de Champions League, Di Maria peut être très précieux. Question, le match de Nice, c'était comment? Parce qu'en coupe, je me rappelle, quand Nice gagne, c'était apparemment le bus et les pénaltys. Là, ça a dit quoi? Est-ce que Nice a été un peu plus ambitieux? Nice, ou alors ils ont été plus ambitieux, mais ils n'ont pas eu trop d'occasions? C'est quoi le... Ils en ont eu un peu, Gouiri qui en a deux. En fait, alors, Gouiri a été très bon, a fait très très mal. De l'autre côté aussi, Bernat a beaucoup souffert sur ce match-là. Ils n'ont pas été ultra ambitieux, mais en tout cas, je veux dire, contre Paris, tu sais très bien comment ça marche. En général, la victoire tu les laisses venir se casser les dents sur toi, pardon. Ils sortent. Non, après, tu peux leur rentrer dedans aussi. Après, non, mais la logique quand tu joues le PSG, c'est que tu les laisses venir et que au fil du match, ça va ouvrir des espaces que toi tu vas exploiter. Et c'est souvent sur les côtés. Bon, là, d'un côté, t'as Kehrer qui est peut-être plus intéressant défensivement qu'un Hakimi, mais Gouiri a quand même pu s'exprimer. Tu vois, Gouiri a été très bon sur ce match-là. De l'autre côté, comme je te l'ai dit, ça a été très compliqué justement de contenir les attaques niçoises. Et puis à la fin, t'as un centre qui part, le centre. Je l'ai vu par contre, le centre. Tu l'as vu, le centre, il est d'une beauté de Stengs, exactement, qui est d'une beauté. Et derrière, tu te prends une clim. Après voilà, moi Nice, en vrai, ils font pas un match de fou. C'est franchement D'ailleurs, le match était un peu une purge en vrai. J'avais même lu qu'apparemment, pour un deuxième de Ligue 1, enfin un deuxième, troisième de Ligue 1, les ambitions de Nice, c'était pas si folle sur ce match-là. Elles étaient très légères. Bon, bien sûr, sans dire forcément que, parce que je l'ai pas vu, qu'ils avaient parqué le bus. Apparemment, j'ai vu des mecs, c'était quand même en mode c'est le troisième de Ligue 1 quand même. Vous pouvez faire un peu plus. En fait, le truc, c'est que tu parquais le bus, mais face à toi, t'as un PSG qui est très inefficace. Di Maria, on en a parlé, qui était extrêmement maladroit. Enfin, c'est pas que sur le piqué, c'est aussi sur plein de remises, sur plein de transmissions. T'avais l'impression qu'il avait un peu le pied carré sur ce match-là. Je vois des gens qui citent Kefren Thuram sur le chat. Kefren Thuram, en ce moment, de toute façon, on est en train de se rendre compte que le mec solide, il est en train de il est en train de prendre une vraie dimension. Il a fait très très mal au milieu. Il est tu vois le match que Wijnaldum ne le fait pas, Kefren Thuram le fait de l'autre côté. Il apporte énormément, il a un volume qui est. Et pourquoi à Paris on ne prend pas des mecs comme ça? Justement, bonne question. C'est des mecs qui sont capables de récupérer. Ils vont dire que pour Paris c'est tarif 150 millions et les autres c'est 15 euros. Ça c'est pas totalement faux, mais ce que je veux dire c'est que Paris, quitte à aller surpayer des stars avec des salaires faramineux, peut-être essayer de temps en temps d'avoir des mecs qui connaissent la Ligue 1. Lui, il est capable de récupérer des ballons, de casser les lignes, d'aller percuter vers l'avant, d'aller marquer des buts. Après, ils ont pris Nuno Mendes il n'y a pas longtemps. Après, Nuno Mendes, c'est un jeune. Nuno Mendes, c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ne pas essayer d'aller recruter des mecs qui ont une dimension physique, athlétique assez importante, qui ont du ballon en Ligue 1, qui connaissent un petit peu. Tu vas les faire progresser avec toi. Peut-être que ça floppera, mais au moins essayer, parce que finalement on se rend compte, ça fait des années, Gana Gueye, il y a des périodes où il est très bon, des périodes où on se demande un peu si c'est un top milieu. Danilo, c'est un petit peu la même chose. Paredes, c'est un petit peu la même chose. Gueye fait pas une saison si dégueulasse que ça. Non, mais je suis pas en train de critiquer Gueye, mais tout ça pour te dire que ça fait des années où à Paris on recrute du joueur, mais tout le temps le même bilan, le même constat qu'on a, c'est on recrute pas du top joueur, tu vois, au milieu de terrain. Ce sont de bons joueurs, tout ce que j'ai cité, mais ce ne sont pas de top joueurs qui seraient titulaires indiscutables à City, au Real Madrid, des trucs comme ça. Mais pourquoi ne pas essayer autre chose dans ton recrutement avec des joueurs dans lesquels tu ne perdrais pas en qualité, en tout cas en Ligue 1, et puis dans les rotations d'effectifs, arriver à les intégrer petit à petit. Bon, je sais pas, je suis pas président du PSG, je sais pas ce que c'est à vrai dire d'avoir autant d'oseille, mais j'essaierai en tout cas. Pourquoi après, je sais pas, t'as un directeur sportif qui est là, qui a sa tête, qui a ses ambitions, voilà. Non mais tu vois, t'as les Kefren Thuram, t'as Tchouaméni, t'as Seko Fofana, je vois dans le chat, on en parle. Évidemment, mais moi je suis Leonardo, je pose sur Seko Fofana instant, en fait, tu vois, je
pourquoi ces mecs doivent obligatoirement soit partir à l'étranger, soit aller à Lyon. Tu vois, genre, j'ai l'impression, il n'y a aucun autre club français qui est capable d'aligner. Alors pourquoi? Parce que oui, en France, on a la culture du t'es Lyon, t'es l'OM, t'es Paris, vas-y, on va te le faire payer 900 millions comme il dit Zach. Et forcément, derrière, financièrement, c'est pas évident. Surtout quand en Angleterre, on te propose 3 fois le prix pour le même joueur. Mais le PSG a les ressources. Pourquoi, quand on te dit, je sais pas, un Seko Fofana au PSG, pourquoi tout le monde en rigolerait, tu vois? Mais aujourd'hui, je pense que personne n'en rigole. On en rigole. De ce joueur en PL. Moi, sur Seko Fofana, je mets plus des réserves dans un gros club où tu vas justement, à des moments, avoir besoin de plus de justesse technique sur des petits espaces, qui est un truc qui lui correspond peut-être un peu moins. Avec tout le respect que je lui dois parce que c'est quand même un bon joueur. Après, moi personnellement sur ça, parce que tu vois, on va pas débattre de ouf sur ça parce qu'on est quand même là pour la LDC, mais moi je trouve qu'on en fait trop et je trouve que c'est l'excuse facile pour se dire ok, on recrute pas en Ligue 1, mais c'est juste parce qu'ils veulent nous faire payer plus cher, tu vois. De toute façon, le PSG paye ses joueurs chers dans tous les cas. Et puis attends, tous les clubs du monde achètent local, mais il y a qu'à Paris qu'on n'arrive pas à négocier. Genre c'est que Paris qui arrive. Genre il y a qu'à Paris à qui on leur vend 100 millions et pas 20. Ouais, mais genre, Paris c'est un peu compliqué. City y arrive, Chelsea y arrive, le Bayern y arrive, la Juve y arrive, le Real y arrive, le Barça y arrive, mais il y a que les pauvres du PSG qui achètent pas en Ligue 1 parce que soi-disant on leur vend tous à 700 millions. Bah non, je pense que ça les intéresse juste pas, que c'est pas vraiment dans leurs conditions, tu vois. Alors oui, ça a peut-être pu arriver quelques fois, je dis pas non plus que c'est totalement faux. Mais ça, c'est l'argument qu'on entend bateau chaque année pour justifier à chaque fois que le PSG va mettre 40 millions sur un joueur moyen ou pas ouf. Et pourquoi ils ont pas pris X en Ligue 1? Parce qu'ils nous le vendaient 900 milliards. Bah non, c'est pas toujours vrai. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs de Ligue 1 qui s'en battraient les couilles. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. Juste, tu vois. Genre, les gens, il y a des affaires à faire. C'est devenu une excuse trop facile. Pourquoi? Parce qu'on nous le vend trop cher. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est même pas vrai. Souvent, le Paris ne tente même pas, tu vois. Bon. Vas-y, Quentin, vas-y. Je veux juste répondre à Nabil Obil dans le chat. Après, te donneras ton avis et même Scipion qu'on n'a pas entendu. Oui, après, il faut qu'on entende Scipion. Mais genre, tu vois, il y a Nabil Obil qui nous dit le PSG a déjà essayé de recruter Lassana Diarra, Levin Kurzawa, Krikoviak et il m'en a cité un autre, c'était Hatem Ben Arfa. Oui, le PSG a déjà recruté des joueurs en France. Et c'est normal, et notamment dans la construction de son projet avec Ouaro, Gamero, etc. Enfin bref, des joueurs qui avaient l'habitude de la Ligue 1. Là, les joueurs que tu me cites en l'espèce, Kurzawa, on a bien compris que c'est pas le joueur le plus malin de l'histoire du football. Ben Arfa, on sait que c'est pas le joueur le plus stable non plus de l'histoire du football. Lassana Diarra revenait de plusieurs saisons dans un championnat mineur où il fait une grosse saison à l'OM, ou une saison et demie même à l'OM, où il est stratosphérique, mais il arrive au PSG. Krikoviak était à Séville. Et Krikoviak venait de partir déjà de Ligue 1, il était à Séville, il revient au PSG dans une dimension qui est autre, mais il ne revenait pas vraiment de Ligue 1 de suite parce qu'il était déjà parti à l'étranger. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est l'essayer. Enfin, j'aimerais, ou alors j'aimerais pas, je sais pas, parce que je suis supporter de l'OM. Mais ce que je veux dire, c'est essayer de faire grandir nos purs produits du championnat français et de les faire évoluer dans ce qui est aujourd'hui la meilleure équipe en France. Et pour moi, c'est pas impossible à mettre en place. Voilà. Et ça, c'était un peu l'idée que Zal défendait beaucoup ici, où il disait que justement, quand tu as des joueurs français qui sont très très bons et que tu as des joueurs qui sont promis justement à terme signer à Liverpool, à Manchester, au Bayern, et que justement, fallait peut-être les faire arriver au PSG et après, ils font ce qu'ils veulent. Mais regarde, aujourd'hui, quand tu prends des Nkunku, quand tu prends des Coman, quand tu prends... Coman, il est un peu plus jeune. Des Diaby. Non, mais regarde, tu vois des joueurs comme bien ça sûr. Qui sortent quand même de ton championnat, qui sortent de ton club en plus, pour le coup, c'est dommage de les voir exploser ailleurs et de voir que les mecs s'amusent et que toi, en fait, ton équipe, c'est pas qu'elle régresse, mais t'avances pas en fait, quoi. Donc, dans la manière de penser, le PSG pense. Enfin, c'est mon avis. Le PSG pense qu'ils ont besoin de joueurs qui sont déjà. Non, mais il faut que ça brille tout de suite. Voilà. C'est ça, c'est le Qatar. Soit des joueurs qui soient prêts. Qatar. Et le problème, c'est que Diaby, quand il jouait, on voyait qu'il avait beaucoup de qualité, mais il n'était pas assez prêt, pas assez mûr, pas assez au top pour évoluer dans cette équipe du PSG. Et c'est là où je suis pas d'accord. Tu peux avoir des joueurs qui sont en développement, qui sont en pleine croissance, en plein essor. T'es pas obligé d'avoir des produits finis, en fait. Et le PSG ne veut uniquement des produits finis aujourd'hui. Entendons un peu l'avis de Scipion, justement. Scipion, sur ce PSG, ça prend, on parlera donc de PSG Real. Toi, comment tu analyses les choses? Comment tu vois ce PSG? Est-ce que tu as l'impression justement que le club est un peu à un tournant, et un peu en train de reculer, alors qu'il y a quelques semaines encore, on disait que c'était assez fort ce qu'ils avaient fait contre le Real? Comment tu vois les choses, toi? Ouais, forcément, je me pose la question un peu comme tout le monde, ce serait quoi le visage du PSG si Mbappé
partait à la fin de son contrat en juin prochain parce qu'il y a de quoi être inquiet. C'est vrai qu'il y a pas mal de rencontres où on voit que cette équipe est extrêmement Mbappé dépendante et qu'il y a des très grands joueurs sur le terrain mais qui arrivent tout simplement un peu plus à s'exprimer, qui ont des soucis physiques, des problèmes d'adaptation comme Neymar, Messi. Et c'est vrai que Pochettino, il y a des matchs en Ligue des Champions où cette saison, il a su mettre en place quelque chose de très sérieux, notamment au milieu de terrain, le City à l'aller, le Real à l'aller. Mais encore une fois, c'est des matchs à domicile. Le PSG, cette saison, n'a jamais gagné à l'extérieur contre je crois, le top 5, top 6 de Ligue 1 et en Ligue des Champions. Donc, il y a quand même des grosses lacunes pour ce PSG-là qui s'est mal voyagé. Et après, oui, ce que vous avez dit sur la politique sportive à plus long terme, un problème avec les jeunes joueurs, même un truc tout bête, mais cet été, il y avait Kalimundo et Icardi qui étaient là, un peu, qui va basculer. Icardi, évidemment, en termes de salaire, c'est très lourd à faire partir, mais tu vois, il y a peut-être un petit moyen en Italie, il a toujours une petite cote. Mais Kalimundo, tu sais que il correspond un peu plus à ton jeu, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus mobile qu'Icardi. Icardi, il mettra ses buts, s'il a ses ballons, il mettra ses buts comme à Lens. Exactement, Kalimundo, il pouvait être là. Et tu vois, tu as encore ce choix où tu peux le voir à d'autres étages pour des jeunes comme Michou, comme Simons. T'as pas encore ce déclic de te dire les jeunes ils sont bons, on va les faire passer devant dans la hiérarchie parce que le PSG il y a des statuts et que t'as tellement d'internationaux que t'as des joueurs que t'as pas envie de froisser et forcément tu les brades. Après franchement encore une fois tous les gros clubs du monde quand ils ont des joueurs ils arrivent à les faire sortir. Chelsea ils arrivent à sortir des Mount, des Reece James, Phil Foden à City. Liverpool ils arrivent à faire jouer Harvey Elliott et compagnie. Le Bayern arrive à aussi faire sortir des jeunes quand ils en ont un talent, tu vois, genre ne serait-ce que Moussiala, des mecs comme ça, tu vois. Mais après tous les clubs du monde y arrivent petit à petit, tu vois. Après, est-ce que il y a une volonté ou pas, je sais pas. Mais franchement, t'as fait un bon point sur le fait du match à l'extérieur, parce que là, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a Mbappé qui est très incertain. Donc, là, ça vient de sortir apparemment. Il y a rien de grave. Ça devrait aller, ok. Bon, ça change toutes les 10 minutes. Ouais, ça change toutes les 10 minutes, on verra. Mais après, peut-être qu'il va jouer un peu diminué, je sais pas. Mais moi, pour en revenir sur ce match, parce que là, on faisait plutôt une analyse de fond de Paris, tu vois. Mais le Real. Bon match ce week-end. De l'autre côté, franchement, bon match du Real Madrid ce week-end. Genre après le but, t'as vu un Real qui montait vraiment en puissance, un Modric qui était. C'est incroyable. Le but de Modric est fabuleux. Même si Camavinga en première mi-temps a eu du mal à interpréter son rôle et courait un peu partout dans le vent, il fait quand même on va dire une prestation encourageante, ponctuée d'un très bon but avec un peu de réussite parce que c'est dévié. Benzema est beaucoup plus en jambes offensivement. Et moi, franchement, j'ai vu des trucs comme quoi Toni Kroos pourrait peut-être jouer. Franchement, à l'heure actuelle, tu peux plus aligner et Kroos et Modric dans un même match de LDC. Toi, c'est fini ? En fait, tu ne peux plus dans la mesure où en fait, c'est des matchs à haute intensité qui te demandent la répétition des efforts. Et à l'heure actuelle, quand tu prends le 11 du Real du match aller, tu prends les 10 joueurs sur le terrain, il y en avait combien qui étaient capables d'être dans l'intensité et répéter les efforts d'un match de LDC ? T'en avais peut-être 2 ou 3. Donc ça ne marche juste pas comme ça, tu vois. Et à l'heure actuelle, je pense que le Real est après pour le Real, il faudrait que Fede Valverde revienne de sa maladie parce que c'est un joueur qui, même si dans son état de forme est peut-être pas incroyable, c'est un milieu qui sait envoyer des courses, avaler des espaces et faire du dépassement de fonction entre le défenseur et le latéral. Donc ça va être un profil qui va être important. Tu peux faire jouer un Kama, tu peux faire jouer un Modric qui là pourrait s'en sortir avec un Camavinga, Fede Valverde à côté. Après, à côté de ça, t'as Vini qui fait une prestation convaincante, va chercher un penalty. T'as Benzema qui marque 3 buts, je crois, dont 2 hors-jeu et son penalty. Donc je te dirais que c'est un Real. Je vais pas excusez-moi l'expression, je vais pas me branler dessus parce que entre le dernier match à Paris, t'as le match à Alaves, ensuite t'as un match qui est pas mal, t'as le match contre le Rayo qui est horrible et t'as le match là hier qui est bon, enfin samedi qui est bon. Donc c'est un Real avec une énigme, mais c'est un Real qui va avoir le Bernabéu derrière lui. Mikel Merino, le joueur de la Sociedad, a dit après le match, on a marqué, puis après derrière le Bernabéu a poussé et on a senti le truc. Il a senti la force du truc. Qui commençait à nous prendre et à encourager l'équipe à apporter. Donc du coup. Pour le PSG, il faut faire attention à ça. Mais c'est un PSG, tu vois, les matchs de Ligue 1 avant. On sait qu'il ne faut pas trop s'appuyer là-dessus. Non, je ne m'appuie plus du tout sur les prestations récentes du PSG, qui soient nulles, qui soient bons. Ça n'a rien à voir. Ils peuvent faire 14 défaites d'affilée en Ligue 1, puis arriver à un match de LDC, être des kings. Franchement, au match aller, le PSG m'a impressionné, a fait une performance de patron face à un Real qui s'est fait rouler dessus et qui, je le répète, à mon avis, ne jouait pas le 0-0, ils se sont juste fait défoncer. Mais voilà, ça va être une confrontation qui, je pense, est intéressante. Il n'y a qu'un but d'avance. Et si Mbappé est en forme, ça te
remets sur tes chances. Mais ça m'étonnerait même pas, encore une fois, d'avoir un PSG qui leur roule dessus, comme un Real qui, porté par un entrain, te retourne le truc. Après, te retourne le truc, il n'y a eu qu'un 0, mais vous avez compris. Néanmoins, moi, je veux quand même mettre cette petite réserve. Alors, moi, je suis pas dans ce truc de le PSG, tu sais que à tout moment, ils peuvent te sortir une disaster class. Je suis pas dans ce truc-là. Mais j'ai quand même envie de vous poser la question à vous deux, Kanto et Scipion, parce qu'on a entendu l'avis de Zach. Est-ce que vous voyez quand même venir, je sais pas moi, une glissade là, du PSG face à ce Real-là? Parce qu'on sent que, comme l'a dit Zach, tu vas avoir Bernabeu qui va pousser. Tu as des joueurs qui sont quand même revenus en forme, mine de rien. Rien que Benzema, tu sais que tu as Courtois qui est quand même assez étincelant. Là, sur le match, la charnière a été quand même très, 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 très bonne, on va pas se mentir. Militao, à la base, ça a très bien tenu. Est-ce que tu as l'impression, Scipion, qu'il peut se passer quelque chose de bizarre sur ce match mercredi? Je sais pas si c'est le terme bizarre, mais quoi qu'il arrive, le Real peut pas faire un aussi mauvais match qu'à l'aller. C'est-à-dire la posture d'Ancelotti de vraiment laisser le ballon au PSG, de faire courir Modric Kroos pendant un certain temps. Pour moi, c'est impensable. Après, voilà, Zach l'a bien dit, il y a que 1-0 et ça parle déjà de je sais pas, de remontada. C'est comme à chaque fois qu'il y a le PSG en Ligue des Champions, de toute façon, même quand ils gagnent à l'aller, il y a toujours un espèce de syndrome où ils se mettent un petit peu une pression tout seul, où la pression elle vient de l'extérieur et tout. C'est un peu quand même étrange, mais quoi qu'il arrive, je suis d'accord avec l'analyse de Zach sur le Real. On a vu contre la Real Sociedad que c'était une bonne répétition. Benzema est revenu physiquement. Je pense aussi que Vinicius sera attendu. Après, c'est vrai qu'il y a des absents comme Mendy. Marcelo devrait être à gauche, je crois, ou ce sera peut-être à la bas. Je sais pas encore sera quoi. Ça va être Marcelo, je pense. Moi, je pense à la bas et peut-être Nacho à côté. Toi, tu vois à la bas, c'est ça, parce que Marcelo est tellement fini depuis. Marcelo, franchement, avec tout le respect qu'il doit, il est vraiment finito. J'aime pas me prononcer trop rapidement sur les joueurs, mais Marcelo, je le trouve vraiment finito. Après, c'est un joueur d'expérience, même si c'est vrai qu'il est fini. Non, mais... là-bas aussi. Bon, d'accord. Non, mais c'est que la charnière, elle a bien marché. C'est pour ça que moi, je me demande pourquoi tu vas. J'entends, mais parce que je trouve que t'es mieux avec Alaba à gauche et Nacho Militao que Alaba central et Marcelo sur le côté. Enfin, c'est mon avis. Ok, Scipion, t'as coupé. Non, j'avais presque fini en me disant aussi que c'est vrai que par rapport au PSG, ils ont cette espèce de préparation en Ligue des Champions où ils savent élever leur niveau, et c'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport à la Ligue 1, à l'état d'esprit. Maintenant, c'est forcément le cas Mbappé, physiquement, où est-ce qu'il en sera, et Neymar, Messi aussi, qui doivent un peu prendre le relais du leadership. C'est une phrase qui paraît assez folle, mais on les attend quand même un petit peu au tournant, donc plein d'interrogations, mais c'est vrai que le PSG, avec ce petit 1-0, je pense pas qu'ils doivent calculer, je pense qu'ils doivent vraiment faire la même chose qu'à aller, notamment le milieu de terrain. On sait que c'est toujours une interrogation du côté du PSG, mais on a vu que Danilo Pereira était mieux sur ce début d'année. Gay, Paredes peut aussi se mettre au niveau. Donc faut accompagner Verratti quoi qu'il arrive, et ça devrait passer. Kanto, même question du coup pour toi. Les éléments sont là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, je vais commencer par dire la même chose que Scipion, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut utiliser le terme bizarre quand on sait juste que le Real est passé complètement à côté de son match au match aller? Ça va être quand même difficile de faire. Quand je dis bizarre, je me projette sur le match de mercredi. Non, mais bien sûr. Parce que le PSG... Non, mais j'ai bien compris, mais dans le sens où est-ce qu'on va avoir un autre match, un match différent ou le même match. Comme l'a dit Zach, je pense que déjà, il faut titulariser Modric, Valverde et Camavinga. Comme ça, Modric pourra être là dans la création et dans la transition du ballon de l'arrière vers l'avant, et derrière tu auras deux mecs qui eux vont pas être avares d'efforts et qui vont surtout beaucoup courir, et c'est ce qui a manqué au match aller, c'est qu'on avait des milieux de terrain qui n'étaient pas capables d'aller chercher les ballons comme des clébards, et du coup le PSG s'amuse à faire tourner. Donc déjà ça va être important. Après, à savoir aussi si défensivement parlant avec Marcelo tu vas pas tirer une balle dans le pied, parce qu'on voit que Marcelo, le pauvre, il a bien fait la fête visiblement dans sa jeunesse, parce que là il est en train de morfler. Après franchement Marcelo il est arrivé au Real en 2006 je crois. Il y a longtemps. 2006 ou 2007. Il a quoi? Il a 33? Très longtemps. Je sais pas, 35, il a au moins 35. Je sais pas s'il a 35, mais surtout il est arrivé au Real en 2006 ou en 2007. Je veux dire, ça fait 16 ans que t'es au bout de 16 ans, t'as bien le droit d'être finito à la complètement. 33, tu vois, c'est ce qui me semblait. Il a 33 ans. Ah ouais, d'accord. Le pire, c'est qu'il est pas vieux du tout. Enfin, pas vieux du tout, toute proportion gardée. Mais non, je pense que. Enfin, moi, je m'attends à un réveil du Real Madrid. 2006, c'est dingue. Je m'attends à un réveil du Real Madrid. Je m'attends à avoir un Real Madrid plus dominateur, avec un football plus orienté vers l'avant. On sait qu'Ancelotti était un petit peu déçu de la prestation des joueurs, et à juste titre. Maintenant, on a déjà fait un débat la semaine dernière sur la règle du but à l'extérieur ou pas.
Il faut quand même pas oublier que le Real joue le PSG, qui aujourd'hui a peut-être le plus gros effectif, ou en tout cas un des plus gros effectifs d'Europe, et que le Real à l'extérieur n'avait aucune raison d'aller chercher à faire le jeu. Donc est-ce qu'on a vu un Real qui est passé complètement à côté de son match? Oui. Mais est-ce que c'était pas un Real auquel on pouvait s'attendre à voir un petit peu aussi, tu vois? Un Real qui joue en transition, ça c'est pas la première. Non, en Super Coupe d'Espagne et ces derniers temps face au Barça, le Real les prend souvent sur des contres parce que le Barça avait en tout cas du mal à défendre haut. Enfin, a toujours un peu de mal à défendre haut, mais est meilleur maintenant. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu pouvais t'attendre à voir un Real jouer en transition. Mais là, c'est pas un Real qui a joué en transition, c'est un Real qui s'est fait éclater. C'est pas la même chose, tu vois. Jouer la transition, c'est-à-dire, ok, j'accepte de concéder un peu le ballon, mais par contre, quand ça ressort vite, bien, et surtout, on n'est pas constamment en danger. Là, c'est un Real qui n'a pas eu un début de maîtrise dans ça. Ouais. Et les transitions, elles n'étaient pas super bien jouées. Vigny était pris à 2 constamment. Paris fait un très gros match au match aller. Ah oui, pour moi, il n'y a pas eu une sous-jacente où Ancelotti il allait voir le groupe et il dit bon, match aller, pas de but à l'extérieur, on joue le 0-0. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient parce que Paris était vraiment... Je pense que t'es au Real Madrid. Moi, je pense que t'es au Real Madrid. T'arrives devant Kroos, Modric, Benzema, tu leur dis ça, je pense qu'ils t'insultent. Déjà, je te le dis directement, je pense que le vestiaire te lâche si tu leur dis ça. Déjà, c'est des grands champions. Les mecs, tu leur dis pas on joue 0-0 à l'extérieur, but à l'extérieur ou pas. Et ensuite, je pense juste qu'ils se sont fait éclater. Mais ça arrive, tu vois. De temps en temps, dans le foot, ça arrive. Je suis d'accord avec toi. Kanto n'est pas complètement d'accord. Le bilan, le constat est que oui, le Real est passé à côté, mais j'ai quand même une réserve sur les ambitions de jeu du Real Madrid, d'Ancelotti. Et malgré le fait que tu me dises que oui, si tu dis à Benzema, Modric ou Kroos, bon, aujourd'hui, vous allez être un peu... Vous allez devoir courir comme des clébards et faire que défendre. Eux, c'est pas le football qu'ils aiment pratiquer. Mais pour autant... Je me demande s'il n'y a pas un problème d'ambition par rapport à Ancelotti qui dans son coaching a sans arrêt demandé de redescendre. Je me demande s'il n'y a pas un problème de ça. Et je m'attends vraiment à avoir un Real complètement différent. Ouais, je pense vraiment. Aussi. Sur ce coup-là, moi je rejoins quand même Zach. Parce que c'est vrai que tu vois la prestation du PSG, tu as vraiment une équipe qui, sur ce match, courait. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et face à toi, tu as une équipe qui, en fait, avait pas la possibilité, avait même pas les moyens en fait, de défendre quelque ambition que ce soit. Donc en gros, sur ce match-là, je pense que le Real fait un peu un match. Un non-match. Un non-match, voilà. Je n'osais pas dire non-match, mais oui, ils étaient pas là. En mais fait. Ça manquait clairement, aussi d'ambition. Ils voulaient pas. Peut-être jouer la transi, mais bon, bref, ça n'a pas fonctionné. Ouais. En tout cas, franchement, moi, pour ce match, je me permets, ce sera un Real qui sera un peu mieux, ce sera un autre Real, qui sera à charge de revanche. Ouais. Mais à côté de ça, PSG, surtout si Mbappé est en jambes, je les vois aussi être à la hauteur du niveau. J'ai juste une interrogation. Ouais. J'attends de voir l'intégration d'un Ney. Est-ce que tu vas oser le foutre sur le banc? C'est très compliqué. Je sais pas. Et ben dans ce cas, comment va s'articuler ton jeu avec Ney et Messi et Mbappé? On pensait que ce serait peut-être les 4 étoiles au début de saison. Pour l'instant, les 3, c'est pas encore trop ça. Ouais. Donc, je me demande comment ça va donner parce que est-ce qu'avec un Ney en plus, t'auras l'équilibre que t'apportait le milieu à l'aller? Tu vois, avec Danilo, avec Paredes, avec Verratti, où c'était quand même un peu plus constant, tu vois, consistant, je te dirais. Donc, faut voir à ce niveau-là, voilà. Mais parce que Di Maria, il en a fait des allers-retours sur l'aller, et ça, si tu l'as pas lui, faut voir ça. Après, ouais. Neymar, en général, il presse un peu en LDC, tu vois. Sur ça, je lui ai jamais trop reproché, et ça, je le sais. Mais à côté de ça. Vraiment, je demande à voir parce qu'en plus Paris a du mal à l'extérieur comme on l'a dit, donc faut voir. À l'Etihad, mauvaise perf, en Ligue 1 ils n'ont pas gagné contre un top 5. Kanto. Non, juste pour conclure sur une petite chose et un fait qui me semble quand même important à rappeler. Et il n'y a rien de brillant dans ce que je vais dire, mais quand on parle d'ambition du Real, le Real joue face à une équipe du PSG qui fait partie des meilleures équipes du monde. Du coup, moi je ne suis pas choqué qu'on se dise, écoute, au match aller, on va aller là-bas avec l'ambition de jouer bas et de ne pas prendre de but. Et au match retour, on est à la maison et on aura la simple intention de marquer un but de plus. Jusque-là, rien de sorcier, pas besoin d'être un mathématicien. Le truc, c'est que dans tout ce que j'ai entendu, moi, dans les analyses, dans les débats, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi, on me parle sans arrêt d'un très bon PSG. Et on me parle d'un mauvais Real Madrid. Au match mais au match aller, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la finalité, c'est que le Real encaisse à la 90e minute. Ouais. Donc, tu vois, leur plan, ce fameux Real qui était mauvais... ce fameux Real qui était mauvais a failli faire 0-0 sur la pelouse du PSG face à un bon PSG. Ce qui aurait été un bon résultat, finalement. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous que le Real a été mauvais, que le PSG a été bon, mais finalement, les ambitions et le plan a failli être accompli à 5 sur 5, tu vois. Mais pour moi, tu vois, ça a failli être accompli, mais c'était pas le plan. Oui. C'est indépendamment du fait que c'était le plan. Pour moi, ils ne se sont pas dit on veut jouer le 0-0, mais ça a failli être la finalité. Parce que de temps en temps, le football, une équipe qui bétonne à 11 peut tenir le 0-0 tout en étant été nul à chier pendant 80 minutes. En fait, c'est que tu Bienvenue dans ce sport. C'est juste que tu t'en sors en fait. On le dit, de temps en temps, même la moins bonne équipe peut gagner sur 90 minutes. Ça arrive. Exactement.
Scipion, juste avant de te libérer, là, sur cette question-là, toi, tu te places comment, toi? Par rapport, Oui, par rapport à savoir quelles sont vraiment les ambitions du Real, quelles ont été les ambitions du Real à l'aller et celles que le Real aura au retour. Non, je pense pas qu'Ancelotti, comme l'a dit Zach, aller voir Benzema et Modric en leur disant droit dans les yeux, on va jouer défensif, on va jouer pragmatique. Je pense juste qu'ils s'attendaient peut-être pas à un PSG aussi conquérant, aussi juste aussi, et voilà, aussi performant aussi dans les couloirs. C'est-à-dire Hakimi et Mendes ont été quand même excellents à l'aller. Ouais, on connaissait le danger de ces deux joueurs, mais ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un aussi bon match avec le PSG. Donc je pense qu'ils ont été surpris à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura l'effet public, il y aura un peu ce moment où le Real aura peut-être l'opportunité de, s'il marque le premier, ça peut basculer. Par contre, je pense que le PSG a une belle colonne vertébrale, à voir si Mbappé sera là. Il y a quand même des garçons qui assurent, Marquinhos, Donnarumma, Verratti, qui seront là un petit peu pour canaliser tout ça. Donc je pense que le PSG peut le faire sans souci. Maintenant, c'est vrai que du côté du Real, voilà, c'est... Faut voir. Je trouve que la performance contre la Real Sociedad était rassurante. Néanmoins, voilà, on a cité les absents. Je pense qu'Ancelotti sera un peu plus ambitieux et il sait que quoi qu'il arrive, la Ligue des Champions Real, s'il est éliminé des huitièmes, même s'il remporte la Liga, ce sera une ombre au tableau et il peut se faire limoger en fin de saison parce que c'est un club qui est tellement exigeant à ce niveau-là. Donc je vois un Real qui va essayer d'aller chercher, mais mine de rien, voilà, je pense que le PSG pourra résister. Ouais, ce sera un autre Real, mais je pense que ce PSG peut le contenir quand même. Oui. Mais tout comme ils peuvent perdre, et surtout ça dépendra de Mbappé, parce que sans Mbappé, par contre, je pense que c'est tout à fait. Ou alors Mbappé diminué, ou qu'on a forcé à jouer, ou qu'on a forcé. Qui se force lui-même à jouer, je pense qu'il sera là-bas. Qui se forcera à jouer avec un demi-pied et demi. Après, en réalité, là, pour le coup, on est dans le hurrah, tu vois, genre on sait pas. En réalité, ça se trouve, il sera totalement là, comme il ne le sera pas. Les voix, elles sortent. Alors oui, là, l'équipe a dit. Après, peut-être que RMC plus tard dans la soirée dira autre chose. Non, mais moi, je suis pas médecin, mais quand on m'a montré l'image tout à l'heure, franchement, bon, il y a un contact et tout, mais en mais rappelle-toi ce que Ney se pète comment pendant 3 mois. Ouais. Sur un truc mais là, il y a une torsion, impressionnée que ça. Vraie torsion. Non, je te parle d'une des premières où il y avait la torsion n'était pas de ouf. À l'époque, là, genre en 2018, je crois, exactement. Ouais. Et pourtant, tu vois, il est pas là 3 mois. Donc sur ça, je sais pas. Moi, je dis juste que s'il joue diminué, ça peut se ressentir, tu vois, ça peut arriver. Mais bon, après. Faut espérer que ce soit pas le cas, en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Scipion. Franchement, c'était trop cool de t'avoir et d'avoir tes analyses comme à chaque fois. Et puis, écoute, on te revoit très vite dans Hors-jeu, du coup. Écoutez, merci l'équipe. Passez une bonne semaine. Merci Scipion, allez l'OM. Salut. Très bonne semaine à toi. Merci Scipion. Ciao. Salut. Allez, nous on enchaîne et on termine cette page Champions League. On va changer de match maintenant. Juste dernière question comme ça. Navas ou Donnarumma au cash pour vous là? Donnarumma. Donnarumma, tu penses? Pourquoi changer? Pourquoi changer? Parce qu'au début, il avait dit qu'il voulait garder justement ce côté alternance. Non, pour moi, le match aller a scellé le truc. Pour moi, ce sera Donnarumma. T'es sûr de toi? Je pense. Moi, je pense qu'il va mettre Navas. T'as peut-être raison. Non, mais ok. Je pense aussi. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, je veux pas te contredire, t'as peut-être raison. Toi, Kanto, tu penses Navas, toi? Ouais. Je pense Navas pour continuer à le confirmer, parce qu'il est au Real Madrid, parce qu'il peut être revanchard, parce qu'il est là, il veut gagner sa place, il veut garder sa place pour plein d'arguments. Ok. Un autre sujet dont on débriefera d'ailleurs, a priori, on devrait débriefer de ce PSG Real, de ce Real PSG jeudi en remote. On s'en reparle dans la semaine. Alors, Inter-Liverpool, on avait aussi un petit peu parlé de ce match-là, ce match aller où l'Inter avait vraiment pas été ridicule. Est-ce que, vu qu'il reste pas trop longtemps d'émission, est-ce qu'on peut en même temps parler des matchs reliés aux matchs des week-ends de ces équipes-là? Tu peux, mais de toute façon, tu vas voir que le Tour d'Europe, il sera pas très long. Excellent. T'inquiète pas. Oui, tu peux bien sûr. Inter-Liverpool, du coup, match où l'Inter a eu sa chance, a eu sa carte à jouer, mais ne l'a pas complètement saisie. Liverpool qui finalement s'impose 2-0. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, mais bon, ça paraît quand même assez clair. Est-ce que Liverpool peut laisser échapper la qualification? L'Inter fait un gros match ce week-end, je crois qu'il gagne 5-0 contre Cagliari. Je crois que c'est contre Cagliari. C'est pas la Salernitana ou... Oh si, c'est Salernitana. Non mais t'as raison parce que c'est pas du tout l'Inter qui joue Cagliari. Mais bref, du coup l'Inter fait un gros match, par contre face à une équipe pas ouf, mais avec un Barella qui se remet un peu en ordre de marche, un triplé de Lautaro, Barella qui fait une grosse perf, etc. Bon ça je l'ai vu qu'au résumé, par contre moi j'ai vu le match de Liverpool 90 minutes face au West Ham et j'ai été impressionné d'un truc, et c'était pas la première, mais là pour le coup ça m'a vraiment marqué. Mané en faux neuf.
propre. Après, très propre. Alors, mais on sait qu'il peut jouer ce poste-là, Mané. Ouais, c'est mais la quelque chose manière dont il l'a exécuté, hein. j'ai trouvé ça super. Parce qu'en fait, si tu veux, Mané, pour moi, Asie, dribbleur, rapide, agile, percutant. Technique, percutant, profondeur, balle au pied. Je me dis, ok, ailier, excellent. Là, dans le cœur du jeu, il a pu justement mettre cette technique au service du petit jeu pour jouer en appui remise, pour dribbler un petit peu tout en derrière, pour envoyer des appels, tu vois. Il a varié son jeu, c'était très propre, et pour permettre à un Luis Diaz qui... lui... adaptation, lui, il s'en fout. Le mec, il est arrivé jour 1, il était déjà trop fort. Frère, laisse tomber. Heureusement qu'il n'est pas pour Porto, qui est pas là pour Porto, qui joue Lyon cette semaine, même s'il y a d'autres excellents joueurs à Porto. Donc du coup, Liverpool fait un match vraiment très sérieux face à West Ham, même si Alisson en sort quelques-unes et West Ham a quand même eu pas mal d'occasions avec un lot de ratés. Notamment Lanzini à un moment qui l'envoie dans les nuages. Je l'ai vu, évidemment. Franchement, là pour moi, ça doit faire doute. En fait, Konaté et Upamecano, tu vois, c'est deux joueurs qui sont issus du même club, mais qui ont dans leur gestuelle une nonchalance un peu qui est comme un Tanguy Ndombele, tu vois. Genre les trois sont un peu gauche. Quand ils courent et tout, t'as l'impression de temps en temps ils sont un peu gauche. Et Konaté, il renvoie aussi un peu cette image. Et sur ce match-là, il a pas été impérial, tu vois, j'ai trouvé. Mais franchement, non, Liverpool fait un bon match. T'as rassuré. Après, Salah est pas super, mais Mané t'apporte beaucoup. Et le reste, le milieu, c'était bien et tout. Enfin, franchement, t'as un pool en ordre de bataille qui est prêt à vouloir taper et de la LDC et de la Première Ligue et à embrouiller. Non mais oui, mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que Liverpool, c'est une équipe. On parle de ces équipes qui parfois ont des petits défauts, ont des petits talons d'Achille. Le Bayern, par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais on sait là où ça se joue pour eux, on sait là où c'est compliqué. Mais Liverpool, en vrai, ils ont leur effectif qui est quasi complet, il manque personne. Ah mais là, c'est très bien. Et quelqu'un dit un truc très intéressant dans le chat. Il a dit c'est parce qu'il n'y a plus aucune de ses qualités qui joue faux neuf. Alors c'est vrai qu'on a parlé de Mané qui a passé 2 saisons à Liverpool beaucoup moins bonnes, d'accord, beaucoup moins en vue, où sur l'aile il était peut-être de moins en moins bon, d'accord, on va pas se mentir, avec des périodes vraiment de méforme pas ouf. C'est peut-être aussi, je dis pas qu'il a plus ses qualités, c'est pas devenu d'un coup un mec pas rapide, pas technique, pas dribbleur, d'accord, mais c'est aussi peut-être parce que du coup dans l'interprétation du poste d'ailier, peut-être que ça marchait moins, tu vois, mais il y a attaquant intérieur, appelez ça comme vous voulez, ça dépend de là où on le met, et c'est peut-être pour ça aussi que Liverpool s'est dit tiens, on va l'exploiter en faux neuf comme il peut faire ailleurs, comme par exemple au Sénégal, et ramener un Luis Diaz sur les côtés qui est une petite bombe qui va te ramener du coup les qualités qu'un Mané en forme te ramenait il y a quelques années, tout en gardant Mané. Réadapté en fait, tout simplement. Tout en réadaptant Mané différemment, tu vois. Donc non, franchement, c'est une possibilité. J'y avais pas pensé comme ça, mais bien vu. Donc pas de vraie crainte pour Liverpool face à l'Inter, toi. Je dis pas qu'il n'y a pas de vraie crainte, mais voilà. C'est pas qu'il y avait crainte, mais bon, quand tu arrives à la maison à Liverpool avec un effectif au complet et avec 2 buts d'avance, c'est vrai que ça va être compliqué, même si on a vu un bon Inter à l'aller. Sauf si l'Inter arrive à marquer rapidement et avoir une efficacité différente du match aller. Pour moi, c'est déjà acté cette rencontre. Enfin, je vois pas l'Inter aller remonter cet écart sur la pelouse de Liverpool. Bon, on est obligé de toute façon de statuer là-dessus. Parlons maintenant du Bayern. Le Bayern toujours sans Manuel Neuer, beaucoup moins convaincant en tout cas ces dernières semaines, qui concède le nul face à Salzbourg. Des gros soucis avec leurs centraux. Non, mais ça de toute façon, on en parle toutes les semaines. On sait très bien que c'est très 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 difficile. Ça va être une boucherie. Surtout, pardon. Ça va être une boucherie. Alors, j'avais déjà dit ça à l'aller, ça n'a pas marché, du coup je l'essaye au retour, tu vois. Mais... Je pense que Salzbourg détruit le Bayern. Non, je pense que le Bayern ça va mettre au moins un +3 ou un +4 à Salzbourg. Là. Moi j'ai dit exactement la même chose à l'aller. Je pensais que le Bayern allait vraiment disposer de Salzbourg chez eux. Et au final, ils ont galéré et Salzbourg a été vraiment fait un bon match, mais le Bayern a quand même 50 occasions. Oui, on mais ne raconte pas de bêtises. Le Bayern, le Bayern avec un peu plus de réussite, ils peuvent en mettre 4 ou 5. Je suis d'accord, mais Kanto, tu sens bien que ces derniers temps, le Bayern, c'est un peu plus poussif. Mais ils gardent leur force offensive, ils gardent les principes qui sont très inhérents à cette équipe-là. Mais je veux dire, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui manque en fait ces derniers temps. C'est même pas de la chance, c'est même pas de la réussite, mais c'est qu'en fait le Bayern, quand ils sont vraiment en forme et quand ils sont vraiment en confiance et qu'ils sont en mode rouleau, les buts ils viennent tout seuls. Neuer is back aussi. Neuer is back. Neuer il revient. Déjà ça change tout. Après, à côté de ça, t'as encore Upamecano qui fait une gogolerie ce week-end, qui ne pas un but, mais presque, tu vois. Et à côté de ça, franchement, ils font 1-1 contre Leverkusen, mais j'ai vu le résumé. Bon, c'est pas, encore une fois, résumé, c'est pas tout le match, mais
Adli, il en rate un demi-million. C'est-à-dire que Leverkusen aurait totalement mérité de gagner d'après le résumé de ce que j'ai vu sur les occasions. Moi, j'ai plus ou moins un peu vu le match et ils leur ont fait très très mal devant, comme tu dis, Adli, Florian Wirtz. Ça a été extrêmement compliqué pour le Bayern qui, en plus, comme je vous l'ai dit, ne lâche pas ce principe de défendre très très haut avec un Upamecano, comme tu l'as dit, qui à chaque match a du mal à se positionner, a du mal à se placer, et pourtant c'est pas le pire dans cette équipe-là. Il arrive quand même à te faire remonter des ballons, à faire remonter le bloc. Il a des bonnes phases, mais en fait c'est aléatoire. Moi, tu vois, parmi les 4 centraux du Bayern à l'heure actuelle, Hernandez, Pavard, Schule et Upamecano, c'est Upamecano qui perfle le moins bien. Pavard est pas mauvais ces derniers temps. Pour moi, des 4 que je viens de tester, si. Vraiment, après, je te dis pas en termes de niveau potentiel, tout ce que tu veux. Oui, en niveau de perf actuel. Pour moi, limite, c'est Pavard le meilleur, voire le deuxième. T'as Hernandez et Schule qui sont aussi, tu vois, pas trop mal. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que Upamecano, c'est lui le bon. Cette défense-là, je la mets un peu dans un même bateau parce que finalement, t'as 4 centraux, t'avances avec 4 centraux. Donc en fait, j'ai du mal à extirper Upamecano qui fait pas non plus que des dingueries, tu vois. Il a quand même ce côté où il est capable de remonter le ballon. En fait, et ça, c'est quand même fort pour un DC, tu vois. T'en as peu qui sont capables de le faire. Je te rappelle, le Bayern, ils ont eu un moment rouleau compresseur en novembre, je crois, novembre-décembre, je crois. N'hésitez pas à me corriger dans le chat, mais ils avaient eu un moment où c'était vraiment pas mal, où même défensivement, on s'est dit ok, avec Nagelsmann, peut-être ça s'était un peu stabilisé. Ça peut passer, on s'est dit ok, propre, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Et ça s'est un peu perdu ces derniers temps, avec des perfs individuels qui les ont mis aussi dans le zion. Là derrière. Tu vois, qui les ont mis un peu dans le zion, tu vois. Mais à l'heure actuelle, tu vois, sur ce moment où ça s'était stabilisé, Upamecano, j'entends pas mal. Mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Et après, tu as tous ces sautes de concentration, ces trucs qui peuvent te coûter un but à tout moment. Et après, bon, ça reste un jeune défenseur qui digère son gros transfert et qui joue à 50 mètres de ses buts. Moi, j'utilise le parallèle souvent avec Militao parce que c'est un parallèle récent. Militao, boulette sur boulette, les mecs étaient totalement aux fraises. Et à l'heure actuelle, Militao, je pense qu'on est trop d'accord pour dire que c'est un des gars sûrs du Real. Tu vois. Et Upamecano, ça veut pas dire que ça va devenir un gars sûr, encore une fois, mais c'est la preuve que tu peux mal commencer quand tu es un jeune défenseur et petit à petit régler la mire. Ce serait ni le premier ni le dernier défenseur qui, après avoir eu des sautes de concentration, des problèmes de bourde et tout, corrige le truc et monte en puissance. Et je pense qu'il y a le potentiel pour, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que Upamecano, c'est pas du tout c'est pas du tout rassurant. Et face à un Salzbourg qui est fringant, qui va vite, qui a des Adeyemi, même si à l'heure actuelle, je crois que son transfert à Dortmund commence à être un peu avorté de ce que j'ai lu, mais bref, t'as des Adeyemi, t'as des mecs au milieu comme Camara, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, je vais pas faire l'ancien qui les a regardés 150 fois, tu vois, mais je les ai joués sur FM, c'est le mec. Mais non, ils ont du talent, c'est ça que je veux dire. Et ça peut être une équipe qui peut poser la surprise, parce qu'en plus, c'est une équipe qui a commencé à avoir un peu d'expérience sur LDC, mine de rien. À force de le jouer chaque année, ça commence à... Les petites Salzbourg, ils commencent à maîtriser aussi le truc, tu vois, donc à voir. Toi, Quentin, tu vois une boucherie, toi? Je vois une boucherie parce qu'au match aller, en fait, j'ai vu un Bayern qui était en danger sur les phases de contre de Salzbourg. J'ai vu un Salzbourg qui a bien joué au foot, mais j'ai vu aussi un Bayern qui a eu énormément d'opportunités, d'occasions, et que là, en étant à la maison, avec un poil plus de réussite, en marquant les premiers cette fois, parce qu'il faut rappeler quand même qu'ils n'ont pas marqué en premier, donc déjà, ça change la physionomie d'un match et la manière de jouer de Salzbourg. Je pense que si le Bayern marque, ça peut aller vite. Alors, ça peut aller vite. En fait, ça peut tout ouvrir, quoi, d'un coup. Ça peut énormément ouvrir. Alors autant, ça fera un match un peu comme Bochum, ils vont marquer, mais derrière, ils vont en prendre pas mal aussi. On peut avoir un match hyper ouvert. Déjà, moi, à l'aller, j'avais annoncé 9 buts. Je me suis peut-être un petit peu enflammé. Il y en a eu 2. Mais là, sincèrement, il y en aura au moins 5. Au moins 5. Ah, minimum. Tu vois, 5 buts là sur minimum. Ok. Non, mais dans le match, hein, pas du Bayern. Dans le match. Moi, je sais pas. En tout cas, déjà, vous m'annoncez le retour de Neuer. Ça change tout parce que, bon, je vais pas te mentir, Sven Ulreich, ok, c'est bien. Si tu veux, expérience, tout ça, mais bon. Le CSC où il se parle pas avec Müller, t'as envie de. Non, mais il y a un moment donné, en fait, voilà quoi. En fait, une équipe comme le Bayern, je pense que le jeu est tellement précis, le jeu est tellement spécial que s'il te manque justement une des composantes importantes de ton équipe, eh ben en fait, ça peut complètement tout déséquilibrer. T'as pas ton gardien, tu sais que Neuer, voilà, son jeu au pied, sa participation même au jeu, en fait, ça change tout en fait pour une équipe comme ça. Donc si t'as pas ça derrière, t'as des Upamecano, t'as des Hernandez qui vont te taper des 70 mètres de rush pour attraper des mecs, alors que en fait t'aurais pas ça si justement t'avais un peu plus d'assises, un peu plus de tenue. Donc j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi. Cette saison, le Bayern me fait peur. Je les trouve pas assez impériales. J'espère qu'ils vont se retrouver. C'est une période. Non, mais c'est une période, mais c'est sûr, c'est des cycles en fait. Elle peut vite toujours. Elle peut disparaître. Ouais, bien sûr. Exactement. Et comme Vikoneko le dit, t'as pas Goretzka, c'est vrai aussi en ce moment. C'est bien de le souligner.
bon, tu gardes Kimmich. Mais voilà, je vais regarder quand même ce match avec attention parce que vraiment, ça m'étonnerait pas de les voir sauter. Franchement, je te le dis honnêtement, ça m'étonnerait pas. City, exactement. On passe au Tour d'Europe, les amis. Et bon alors de toute façon ce Tour d'Europe il va s'articuler autour de 3 choses. Le match City United, le derby. Un petit mot quand même sur Arsenal. On va avoir un intervenant qui va venir voilà, en parler. Et derrière aussi, si on a le temps, on parlera peut-être un petit peu de ce Naples-Milan quand même. Parce qu'il faut quand même le dire, Milan voilà, a repris la tête de la Serie A. Alors, victoire 4-1 en tout cas des Citizens face aux Red Devils. Bon, un naufrage. Alors ton équipe un naufrage. Moi j'avais parié dessus, hein, donc je sais que t'as parié dessus. Je sais que t'as parié dessus et je sais que du coup ça a niqué complètement ton combiné et t'as niqué aussi le FC Guest dans le même temps. Mais United en fait voilà c'est quelque chose que tu pouvais. C'est quelque chose que tu pouvais pressentir. J'avais une pinte de bière en happy hour devant le match dans un bon bar. J'étais royal. Mon bon vieil alcoolique. On est venu me voir, on m'a dit. Il est pas anonyme celui-là. On m'a dit Quentin c'est l'happy hour. Je fais comment ça c'est l'happy hour? Putain, j'avais prévu de partir, je me suis retrouvé à me fracasser devant le match. C'était brillant, quoi. C'était brillant. Non, mais franchement. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que tu pouvais pressentir, que tu pouvais voir venir. Moi, j'ai été très optimiste avec United cette saison parce que l'effectif est là, parce qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Et puis, je pense que cette défaite ne remet pas en cause, en tout cas, ne remet pas en question ce que tu peux faire avec ce Manchester United là. Mais il faut bien le dire, les joueurs mentalement, ils y sont quasiment plus. Ils ont pris un coup. Et là, je sais pas comment ils vont faire pour remonter la pente. Je vais te dire un truc, je trouve que la première mi-temps n'est pas si horrible. Non, elle est pas horrible. Loin de là, City marque au début le premier centre en retrait avec un De Bruyne qui n'a pas à se retrouver dans cette zone-là quasi tout seul avec des défenseurs qui lui sautent pas facilement, pas assez dessus et de toute façon une zone qui n'était pas assez dense, je te dirais. Un deuxième but avec un peu coup de billard, un peu de réussite. Maguire, ça tape Télès, ça revient dans l'axe sur un De Bruyne. Oui, non, c'est horrible. Une très bonne transition pour faire marquer Sancho qui marque à l'extérieur sur un match important comme un peu il avait fait à Chelsea, ça lui permet de retrouver un peu des couleurs. Mais bon, passer la première mi-temps, je te dirais quand même que United, en fait c'est terrible parce que City, t'as l'impression que quand il t'attaque, il t'assiège total et ça commence à devenir très compliqué de sortir même s'il y a toujours des fenêtres et on l'a vu sur leur but. Mais à côté de ça, t'as l'impression que quand tu attaques City, c'est-à-dire dès que toi tu vas commencer à être en phase offensive, pas en transition, tu vas essayer d'aller dans leur camp, City, ils savent également resserrer. Ça va se refermer très vite. Des prises à 3, à 4. Des prises à 3. Mais attends, c'est City là en bloc-ball, c'est tout fermé gros, j'étais là mais chaud. Et sur une première mi-temps qui au final était quand même à l'avantage des Citizens, moi je veux quand même parler de la deuxième. La deuxième, c'était vraiment... Genre, tu vois, City, je dis souvent, c'est très satisfaisant de les voir écraser leur adversaire de première ligue, tu vois, genre, tu sais, les Burnley, les Everton et tout, tu sais, où quand ils vont les jouer, souvent, c'est une domination pure et dure. Mais là, c'était un niveau de domination. C'était pas le même univers footballistique entre les deux équipes. T'as vu le pourcentage de possession ? En fait, oui, j'ai vu. Mais en fait, si tu veux, genre, n'importe quelle autre équipe que City fait ce match, cette seconde mi-temps, t'entends tout le monde dire c'est leur match référence de l'année, exceptionnel, waouh. Là, City, t'as l'impression c'était un autre jour au travail. Un entraînement. Un autre jour au travail. C'est un film, ce que City a mis à United en deuxième mi-temps. Ils les ont fait tourner, ils les ont privés de ballon. Et au bout d'un moment, tu vois, genre j'ai vu des mecs, United, ils sont résignés ou quoi. Mais quand c'est à 65e, que tu perds 3-1, que tu touches pas un ballon. Franchement, autant je veux bien sur les attitudes des joueurs et tout, penser qu'ils doivent toujours être motivés à 100%. Mais au bout d'un moment, c'est pas des robots, les mecs. Quand il y a 2 tons, quand tu arrives en deuxième mi-temps, tu perds 2-1, tu te fais tourner comme pas possible, tu prends le 3-1 et après derrière tu touches plus un ballon. Mais frère, est-ce que c'est étonnant ? Bah non. Franchement, moi c'est un truc de ouf. Kanto ? Non, Zach a tout dit, mis à part qu'on s'est régalé. Après, bon, le deuxième but de City, il y a quand même un énorme travail, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de réussite, Man U, et on sentait que le seul moyen de faire un résultat pour eux, c'était d'abord full réussite et de tenir en bloc bas tout le match. Le problème, c'est qu'il y a eu un peu de réussite en face, puis ils étaient beaucoup trop forts. Après, il n'y a pas d'analyse grandiose à faire sur le match. Comme l'a dit Zach, tu avais 2 équipes qui n'avaient rien à voir. City qui a été parfait, avec un très bon De Bruyne, un très bon Mahrez, avec un Phil Foden qui, pour moi, à chaque fois qu'il touche le ballon, ce mec apporte un truc. Et comme il a dit, les rares moments où Manchester a essayé de se projeter, c'est en transition, ou alors quand ils ont gardé le ballon, derrière, t'avais une araignée qui arrivait, qui tissait sa toile. Allez, vas-y, reste là maintenant. Et non, c'était...
C'était un régal et c'était encore le genre de match qui te fait penser que City va gagner la Champions League et pourtant City gagnera toujours pas la Champions League. Ils en ont, en tout cas, J'ai le même avis. J'ai le même avis. En tout cas, ils en ont le potentiel. Et mais ça c'est sûr, mais ça fait des saisons qu'ils l'ont. Non, mais en fait, si tu veux, moi c'est un avis, tu vois, parce que City, j'ai beaucoup regardé ces dernières années. Ouais. La version 2017-2018 de City, par exemple, je trouve que individu. Liverpool. En fait, je trouve que celle qui perd contre Liverpool, exactement. Je trouve qu'en 2017-2018, tu vois, ils avaient des individualités qui étaient au-dessus de cette année. Donc, par exemple, un Agüero au sommet de son art, un David Silva fabuleux. Tu vois, plein d'individualités comme ça qui étaient vraiment très impressionnantes. Là, cette année, les individualités sont peut-être moins impressionnantes, mais par contre, collectivement... Mais ils sont plus méchants. En fait. Collectivement, je trouve qu'ils sont au sommet de leur art. Mais ils sont plus méchants. Justement, à ce titre, si tu parles de collectif, et j'en profite que Prusse Pranek n'est pas là aujourd'hui, parce que dans le chat, j'ai vu que ça en parlait, Gros Molleton. Fait un bon match. Grealish fait un très bon match. Il est tout le temps en train de. Il a été un petit peu invisible sur la deuxième. Il a eu des passages un peu à vide. Sur la première, il est tout le temps en train de décrocher, tout le temps en train de dézonner, toujours en train de jouer à une touche, à essayer de remiser, à faire accélérer le jeu, à faire vivre le ballon. Moi, j'ai vraiment apprécié. Mais c'est ça, Grealish. C'est dans ce registre-là que Guardiola l'attend. C'est dans ce registre-là qu'il est titulaire. Et j'ai l'impression qu'il est en train de prendre de plus en plus ses marques en fait. Et du coup, s'il est vraiment là dans ce rôle d'accélérateur de jeu. Quand tu as une équipe qui a 90% de possession et que tu as un mec qui t'accélère le jeu dès qu'il a le ballon, attention, ça peut faire très mal. Non, mais surtout, en plus, tu vois, pour une équipe qui joue sans neuf, on dirait avec un neuf. Moi, vous vous rappelez, on avait parlé ici, j'étais bah non, pas forcément. Parce que l'apport de ce que ça leur fait de jouer sans neuf, c'est aussi pour ça, à mon avis, que collectivement, ils arrivent à avoir autant tu vois, de flexibilité, autant de dépassement, de mecs qui peuvent t'envoyer des appels de partout, que ce soit un Bernardo, un De Bruyne qui se retrouve dans la surface pour juste De Bruyne faire un match de gala, tu vois, en smoking magnifique, tu vois. Et donc, du coup, je trouve aussi, c'est peut-être parce qu'ils jouent 109, tu vois, qu'ils arrivent à être aussi bons collectivement. Moi, je l'affirme, cette année, cette saison, les pires matchs de City, quasiment constamment, c'est quand ils ont joué avec un 9. C'est quand ils ont joué avec un 9 et des ailiers en faux pied. À chaque fois qu'ils ont joué avec un 9, genre, tu sais, qu'ils ont mis un Gabi Jesus en 9, un truc comme ça, c'est constamment à chaque fois là qu'ils ont été les moins bons. Alors que dès qu'ils ont joué 109, la machine, ça tourne et tu te retrouves par contre avec d'autres joueurs, le faux 9 qui peut à des moments finir dans la surface, ou alors des ailiers qui en plus là, Riyad Mahrez fait sa meilleure saison statistiquement parlant de sa carrière. Donc t'as Mahrez, t'as Bernardo Silva, mais qui est peut-être, franchement, cette saison, Bernardo Silva sera dans le débat des meilleurs joueurs de Première Ligue parce qu'il fait une saison stratosphérique. Enfin, franchement... non, mais il est même l'un des meilleurs joueurs du monde, là, mécaniquement, quand t'es un des meilleurs joueurs de Première Ligue, t'es un des meilleurs joueurs du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais non, là, c'est trop. Non, mais moi, juste pour revenir sur ce que... Parce que moi, ça me permet aussi un peu de me défendre. On m'a beaucoup taillé avec Grealish, mais voilà, pareil. Ce qui est agréable, c'est qu'il est pas là non plus pour nous se défendre, Bruce. Donc on peut se défendre sans qu'il soit là. Ça, c'est agréable. Non, mais même pas. Moi, je leur ai dit s'il était là aussi. Mais voilà, Gros Molleton, comme ils ont pris l'habitude de l'appeler, bah voilà. Moi, je l'avais dit très, très, très rapidement. C'est pas forcément un joueur qui va te claquer 50 buts par saison. Je pense que les gens ont beaucoup attendu ce côté-là de Grealish, à savoir marquer des buts toutes les semaines. Quand tu vois City a gagné 5-0, et bah, tu t'attends à le voir au moins une fois buteur, voire deux fois. Non, c'est pas ça, Grealish. En fait, c'est un joueur qui est extrêmement technique. Peut-être que tu le vois pas tout de suite, mais en vérité, il a une technique de fou. Comme il l'a dit, il a une capacité d'accélération de jeu qui est quand même assez importante. Et puis voilà, c'est un joueur que tu vas très facilement trouver, avec lequel tu peux très facilement combiner. Et moi, je suis très content. Et je suis sûr que ce mec-là, encore une fois, quand il va vraiment être au max de son potentiel dans cette équipe-là, ça va faire très mal. Et encore une fois, ce que je voulais dire sur ce match aussi par rapport à United, c'est qu'en fait, moi, ça me rend ultra triste pour deux raisons. C'est que la première, tu peux rien faire. Franchement, tu peux rien faire. Tu vois des Cancelo, des Bernardo Silva qui tournent sur eux-mêmes, qui reviennent, qui repartent de l'autre côté. Ça te fait des changements d'aile. Franchement, quand tu disais privation du ballon, c'est exactement ça. Et face à une équipe comme City, t'aurais envie, pourquoi pas, de faire un pressing. T'aurais envie d'essayer d'aller les chercher, mais tu peux pas en fait. T'as même pas la possibilité. En vrai, en première, pendant, je crois, une demi-heure, United a pas trop mal le ballon. La première demi-heure, je crois que c'est après que ça. Ouais, mais ce qui compte, c'est la deuxième, Zach. Ce qui compte, c'est la deuxième, parce qu'en fait, en vérité, la première période, parfois, c'est limite un petit peu dans un match comme ça, une manière un peu de se regarder, de voir un peu comment le match il peut se dérouler. Derrière, quand ils reviennent, les mecs, ils sont plus là, ils y arrivent plus. À un moment donné, McTominay, limite, il t'insulte Cancelo, mais c'est de la frustration. C'est parce qu'en fait, t'arrives pas à toucher la balle, t'essayes de le toucher d'une autre manière. Franchement, ça faisait beaucoup de peine. Et j'ai rarement vu, en tout cas cette saison, United autant baisser les bras. Les mecs ont lâché. Ils ont lâché le match et ça faisait vraiment beaucoup de peine. Donc ouais, je pense que United, c'est pas les plus beaux jours qu'on va voir qui vont arriver. Alors, ça fait quoi, juste
Pardon? T'as parlé de Grealish pendant 5 minutes sans qu'on te coupe la parole. J'étais content. Zach, on va te libérer parce que c'est vrai que tu dois, du coup, toi. Allez, à Master Kill. Tu continues, t'as encore une émission derrière. Exactement. On te laisse y aller. Zach en relive avec Julien Febro demain 18h. Il fait sa petite pub. Merci Zach. Merci à vous. Allez. Ton téléphone. Merci mon gars. Ah bah ça ouais, peut servir. Je suis une fraude. Ça peut servir. Allez, salut. Ouais, donc en tout, bah oui, complètement. Mais non, mais Grealish, moi j'aime bien aussi, j'aime bien. Il faut lui laisser du temps après. Il faut lui laisser du temps, c'est exactement ce que j'avais dit. Dans un collectif où le mec jouait dans une équipe où ça jouait pas autant au ballon dans le passé, il arrive dans un nouveau collectif avec beaucoup de pression. On sait que c'est un footballeur populaire, c'est un beau gosse, il a coûté très cher et tout ça, il faut arriver à le supporter. Surtout quand tu arrives dans une équipe où on sait que tout est déjà très bien rodé, où on sait que Guardiola, on n'a jamais rien compris à ce qu'il faisait dans la gestion de certains joueurs, notamment Sterling, quand il était bon, il jouait plus, après il jouait plus, d'un coup il rejoue. Et il a toujours fait ça un petit peu, et ben voilà, du coup c'est cool de voir Grealish à ce niveau-là. Mais en plus, comme tu l'as dit, il était la caution technique d'Aston Villa. À l'époque où il jouait là-bas, ça passait par lui en fait. C'était lui le joueur plus justement qui t'apportait cette tenue de balle. Et de toute façon, moi je le sais, je vous le dis, si Guardiola il a mis autant de bides sur lui, croyez-moi, c'est pas pour rien. De toute façon, on en reparlera. Bon, les amis, hop, je peux filmer. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je me mets tout droit. Ça y est, on n'est plus que 2, c'est l'épreuve des poteaux. C'est Koh-Lanta cette émission là. On la commence, on est 18, maintenant on n'est plus que 2. Donc, moi, je peux rester là pendant 4 heures. Je sais pas si toi, tu peux tenir, Braque. Mais... Non, moi, je reste là où je suis. J'ai pas envie de me péter la jambe. Mais non, mais il est complètement fou, ce mec. Il est complètement. L'épreuve des photos, quoi. Bon, allez, avançons. Maintenant, on va parler d'Arsenal très rapidement. Et oui, on a un supporter, on a Saïkaz qui est là justement pour nous dire un petit peu pourquoi cette équipe va beaucoup mieux, pourquoi cette équipe tourne beaucoup mieux. Saïkaz, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, vous m'entendez bien? Eh ben ouais, très très bien. Bienvenue à toi sur Hors-Jeu. On l'avait dit un peu en intro, une équipe d'Arsenal qui a commencé vraiment la tête dans le cul. Je suis désolé, j'utilisais cette expression, mais c'était vraiment ça. Voilà. Et qui aujourd'hui est 4e de Première Ligue. Entre-temps, beaucoup pensaient que ça allait être très difficile, que ça allait être une saison très très longue. Et finalement, on se rend compte que Arteta a réussi à relancer la machine. Quels ont été les ingrédients, quels ont été les changements qui ont été opérés par Arteta et qui ont fait mouche? On est revenu à nos principaux faits de jeu, c'est qu'en fait, nous, on joue au ballon, on a toujours eu des petits jeunes. Bon, c'était pas l'époque la plus flamboyante du club, mais on avait des Wilshere, des Fabregas qui faisaient le bonheur du club à l'époque. Ça a toujours joué au football, même si on avait après les Invincibles, c'était compliqué. Ça a toujours joué au football. Donc là, voilà, déjà quand on se pose devant la télé, on regarde un match, déjà ça va un peu mieux. Les jeunes qui se sont bien intégrés, il y a Smith Rowe Saka qui sort de l'académie, il y a le recrutement qui, moi j'avais aussi des doutes là-dessus, avec White en défense, bon, même s'il fait un match un peu bof hier, il apporte du bien. Le goal, on était pas mal à le critiquer, enfin pas à critiquer le goal en soi, mais... Tu parles de Ramsdale ou Ouais, de Ramsdale. Ouais, okay. Parce quand on voit que le club va lâcher 30 millions sur un goal, bon, anglais, jeune, mais bon, il a fait pas mal d'équipes de championship, etc. Bon, on se dit, bon, où on va? Finalement, c'est eux les professionnels, c'est pas nous, ils ont bien eu raison. À droite, Tomiyasu aussi, que je connaissais déjà un petit peu, mais j'avais jamais vraiment vu jouer très bon, même s'il est un peu blessé. Du coup, ça tourne bien. Même Arteta, il a trouvé un peu son groupe. Donc à voir. Après, 4e, oui. 3 matchs de retard, oui. 1 point en plus sur United, que j'estime pas trop cette saison. Mais bon, avec Arsenal, c'est l'espoir qui tue. Donc tant que la saison sera pas finie et que j'entendrai pas l'hymne de la Ligue des Champions dans le stade, j'y croirai pas. Non mais Saïkaz, on a la sensation que vous avez avancé limite un peu masqué en fait. C'est-à-dire que Arsenal, ce qui a été très flippant cette saison, c'est que vous avez limite créé de l'indifférence. Les gens, un peu comme avec le Barça, quand on n'avait plus trop envie de regarder le Barça parce que il y avait plus personne et que ça tournait moins. Là, on a la sensation que ça vous a fait du bien en fait. C'est ça, c'est en fait, on a vécu avec Wenger, à la fin c'était un peu compliqué, même si c'est peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire du club et l'un des plus grands de la Première Ligue. À la fin c'était compliqué, mais au moins en fait t'allumes la télé, tu kiffes devant le match, même si des fois c'est pas top, même si des fois ça gagne pas forcément.
il y avait du jeu. Là, il y avait ni jeu avec Emery, ça allait encore, mais cette période de transition, il y avait pas forcément un jeu top tout le temps. Des fois, mais pas tout le temps. Sur le classement, bah, c'était pas top non plus. À la limite que ça joue mal, mais qu'on reste dans le top 4, on joue le LDC, ça peut aller, mais il n'y avait aucun des deux. Là, ça revient un petit peu. Franchement, à voir le recrutement top, les jeunes, c'est ce qui va nous faire avancer. C'est un peu comme le Barça. Ils font un peu ça dans leur coin. Et en vrai, vaut mieux faire ça dans son coin, pas que les gens aient trop d'attentes, que voilà, être pointé du doigt. Et au moins, bon, pour moi, si on va pas en LDC cette saison, ça sera un échec parce qu'on doit retourner en LDC. Arsenal, c'est fait pour jouer le LDC. Mais bon, on verra. Comme je l'ai dit, avec Arsenal, c'est l'espoir le problème. Donc moi, là, il reste 12-13 matchs. Faut voir. Il y a les 3 matchs en retard qui nous mettent bien, même si c'est Chelsea. Il me semble que c'est Chelsea, Tottenham, Liverpool. Voilà, même si on perd les 3, je pense pas qu'on perdra les 3. Même si on perd les 3, on est quand même bien sur United. Donc à voir, franchement à voir, mais je suis content qu'on aille mieux, ouais. Avec Arsenal, il peut tout se passer. Peu nous suffit, franchement, vu tout ce qu'on a vécu. Là, on retrouve un peu le bonheur, ça fait du bien. Non, mais c'est sûr, c'est pas mal. Kanto, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est fort parce que Arsenal, on va pas se mentir, il n'y a pas d'attente en fait. Mais même, ça date depuis longtemps. C'est pas une équipe que tu attends sur les meilleures places. Mais là, du coup, ils sont en train de se relancer. Toi, tu les vois comment là? Tu penses qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions? Bah écoute, j'ai envie d'y croire parce que c'est quand même un club historique et je pense que même si tu prends un peu le tour de tes potes, en général, à chaque fois que tu as un mec qui porte une équipe en Angleterre, c'est Arsenal. Ouais. Et en fait, on le voit avec des gens qu'on connaît, Abdou, etc. Ça fait des années où on a l'habitude de les voir un petit peu pleurnicher parce que le recrutement, tu payes toujours des joueurs hyper chers qui au final ne te font pas avancer l'équipe. On se demande un peu où va Arsenal depuis quelques années. Et là, c'est vrai que cette année, comme il vient de le dire, il y a un nouveau souffle et tu peux respirer un bon coup. Donc non, j'ai envie d'y croire parce que la dynamique est plutôt bonne, parce qu'on a la sensation qu'on a trouvé un truc dans cette équipe et que bon, malgré tout, on est en Angleterre, on a quand même de sacrées équipes en face qui tiennent tête à Arsenal, donc on va voir. Mais non, j'ai envie d'y croire, moi, j'ai vraiment envie d'y croire. Ouais. Quand tu restes un petit peu, comment dire ça, quand tu restes, je perds ce mot, tu sais, quand il va pas à fond, tu vois, quand tu restes un peu... Sur la réserve. Ouais, sur la réserve, ouais. Merci Kanto, j'y arrivais plus là. Quand tu restes un petit peu sur la réserve, Saïkaz, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu as l'impression qu'il y a quand même encore des défauts dans cette équipe ou qu'il y a quand même un truc qui fait qu'on peut pas à 100% affirmer que ils mèneront le combat jusqu'au bout? Dans un premier temps, c'est plus sur l'aspect du club. Ces derniers temps, on pense toujours que ça va aller mieux ou que ça va bien et on est souvent déçus. Voilà. Et après, plus précisément sur l'équipe, non, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé une équipe, mais ça reste quand même des jeunes. Donc avec des jeunes, forcément il y a des petites injustesses. Je sais pas si vous avez vu le match de City, le deuxième match contre City qu'on fait chez nous. Franchement, ils gagnent 2-1, mais on aurait pu le gagner peut-être 3-0. Une équipe comme Liverpool qui a de l'expérience, qui est rodée, le match que nous on fait contre City, peut-être qu'eux ils le gagnent 3-0. Nous on le perd 2-1 sur le fil. Donc voilà, et Wenger il avait dit ça à l'époque où il était encore entraîneur. Je me rappelle plus exactement de la citation, mais il disait quand tu fais jouer des jeunes et que tu veux faire progresser des jeunes, il faut que tu acceptes de perdre des points à cause d'eux. Et en soi, c'est ce qui nous arrive. Il y a des matchs, on fait des matchs nuls 0-0 bidon parce que devant ça rate trop, ou que derrière on va être un peu fébrile. Mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il va falloir être patient. Mais en soi, on a tellement été patient qu'on n'est plus à quelques années près, quoi. Ouais, non. Écoute, Saïkaz, franchement, très belle analyse de ton équipe. Et on y croit pour vous. Je pense que c'est une équipe qu'on aime voir à un bon niveau, même si on n'est pas supporter. Donc on espère vraiment que ça se terminera bien pour vous cette saison. Merci Saïkaz d'être passé. Merci beaucoup à vous. Merci l'ami. Merci à toi et à très vite. Alors on devait aussi avoir un supporter du Napoli, c'est Brazak, ça fait des semaines qu'il voulait passer avec nous, surtout que là ils ont perdu contre le Milan. Il voulait donner son avis mais je sais pas si on va être un petit peu court. Si jamais on arrive à l'avoir d'ici la fin de l'émission, on essaye de le connecter histoire qu'il puisse quand même venir s'exprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur le Pronogate pour faire le point là-dessus. Et si jamais on le connecte, il passera avec nous dans l'émission. C'est parti, Pronogate.
Alors c'est Bramax, moi j'avais Brazax. Ok, apparemment il répond pas. Bon, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Allez, avec notre partenaire PMU bien sûr, comme toutes les semaines, voilà, on vous présente notre championnat, ce fameux Pronogate. On va faire le point sur la semaine dernière. Juste avant, on vous rappelle la Supercode boostée qui vous est proposée. Richarlison, Demirai, Gray, buteur, match entre Tottenham et Everton. Je crois qu'il se joue ce soir. Ouais, c'est ça. Ce lundi soir, cote qui passe de 2,50 à 3. Supercode boosté, Bruce et Braque, avec bien sûr toujours le bonus de bienvenue sur le site PMU Sport. Si jamais votre pari est perdu, on vous le rend en argent réel. Le récap de la semaine dernière. Alors, grosse semaine de Bruce qui passe 3 matchs. Grosse semaine de notre ami Kanto aussi, qui en passe 3. Pas mal pour l'FC Guez aussi, qui en a fait 3. Le combi, je me fais piner par Jeongbuk. Par Jeongbuk, j'ai vérifié. À la maison contre Pohang, ils perdent 1-0. De toute façon, on en fait une mauvaise semaine. La cote 1,66. D'accord. Ils étaient archi favoris, mais ils ont fait une mauvaise semaine. Ils ont perdu Pohang à la maison, ils ont perdu Ulsan dans un duel normalement. Bon, le championnat vient juste de commencer, mais normalement le titre se joue entre les deux. Donc ils ont fait 2 défaites en une semaine. Ok, bah voilà, ça t'apprendra à aller jouer en Corée du Sud. Ça m'a appris surtout à les reprendre pour la semaine qui arrive. Ah ouais, d'accord, ils sont encore dans le combien. J'ai hâte de voir ça. Semaine à 2 matchs passés, c'est pour les 2 Z, Zalezak qui en passe 2. Et moi, j'avoue que je fais une très mauvaise semaine. Je passe qu'un seul match. En plus, j'ai fait le fou sur Nantes-Monaco. Donc voilà, c'est compliqué. Apparemment, Nantes-Villarreal, même couleur, donc même passion. Allez, on avance et on regarde le classement. Donc voilà, vous le voyez, Bruce est toujours dernier avec 51 points, avec des combis bien sûr en retard. Kanto qui creuse un peu sur Bruce. Ouais, je creuse sur Bruce. Et tu remontes en vrai. Ouais, je me remets. En vrai, c'était un peu frustrant parce que là, je sais que si je passe un combi, tu vois, je suis dans le match, mais c'est pas passé malheureusement. Ouais, et moi, je vais pas vous mentir, je commence vraiment à flipper ma race. Parce que vous, le FC Guez, vous êtes qu'à 1 point. Zal est à 3 points, c'est rien sur le Pronogate. Et Zach, franchement, il est pas si loin non plus. Il est à 5 points et ça peut très rapidement se remonter. Donc voilà pour le classement. Les matchs de la semaine, vous allez voter aussi, vous, le FC Guez, comme d'habitude. Champions League, des matchs très européens, Conférence League, Europa League, Liverpool-Inter, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Porto-Lyon et Leicester-Rennes. Qu'est-ce que tu as mis toi, Kanto, sur ces matchs-là? Alors j'ai mis Liverpool parce que je pense que l'Inter va être obligé de se découvrir et que Liverpool va pouvoir tranquillement venir exploiter cette équipe. J'ai mis le Real parce que comme j'ai dit, je pense que le Real a manqué d'ambition à l'aller et en plus d'avoir fait un mauvais match et qu'avec un changement au milieu de terrain, ils peuvent revenir avec de meilleures ambitions et en faisant une meilleure prestation. Porto-Lyon, j'ai mis nul. Alors j'ai hésité, je voulais prendre Porto au début. Après je me suis dit que Lyon me semblait plutôt pas mal en ce moment et que cette équipe va pouvoir aller chercher un nul là-bas pour après recevoir tranquillement à la maison. Et Leicester-Rennes, j'ai pris quand même Leicester parce que même si on l'avait vu déjà Rennes faire une bonne perf en Conference League face à Tottenham en phase de poule, bon je parle évidemment pas du match retour mais plutôt du match aller, je pense que là ça va être compliqué quand même pour Rennes de jouer face à Leicester, surtout que je sais pas trop dans quelles ambitions Rennes va aller là-bas en sachant qu'ils sont en train de très bien revenir en championnat, que devant t'as l'OM qui est pas bien, il y a peut-être une place sur le podium mais en Champions League aller chercher pour Rennes, ce qui serait quand même assez historique. Je sais pas s'ils vont aller jouer à Leicester à 1000%, je sais pas trop, du coup j'ai préféré Leicester. D'accord, donc toi tu penses qu'ils vont vraiment tout baser sur le championnat. Ouais. Ok, moi qu'est-ce que je vous propose moi cette semaine? Alors Liverpool face à l'Inter, on a fait le hipster sur l'aller, mais là on va rester assez sage et on va assurer une victoire de Liverpool sur ce match retour. Un nul entre le Real et le Paris Saint-Germain. Je pense que en tout cas ça suffit pour la qualification du PSG. Et je pense vraiment encore une fois qu'on va avoir un autre Real Madrid qui va beaucoup courir sur ce match-là, j'en suis convaincu. Mais je les vois pas forcément gagner. Je pense que le PSG en termes d'intensité, ils sont capables justement de tenir tête à ce genre d'équipe, à ce genre de physionomie de match. Donc match nul, Porto contre Lyon. Je vois quand même Porto au-dessus de l'OL. Là, à l'heure où on se parle, je pense pas que l'OL soit vraiment à un niveau technique et physique aussi bon que celui de Porto, donc je vais quand même rester sur Porto. Et Leicester-Rennes, moi j'ai choisi Leicester, peut-être l'intensité anglaise. Rennes, ça joue très très bien, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on ait actuellement en Ligue 1, mais je suis pas loin de te rejoindre sur l'idée que Rennes préfère un petit peu assurer le championnat plutôt que la Conference League, qui, on va pas se mentir, une compétition un petit peu en chocolat pour le moment. Donc voilà pour mon avis. Bruce, notre absent du jour, Prus Pranek, il nous a choisi quoi?
Est-ce qu'on peut avoir les pronos? Ah bah non, Zach, d'accord. Liverpool, le Real. Victoire du Real pour Zach, ok. Victoire de l'OL, c'est évident. Et victoire de Rennes. Lui, il va plutôt aller sur Rennes en Conference League. Ensuite, on a qui, Tim? On a Zaldinho, pareil, Liverpool, Real. Ah, il voit une victoire du Real face au PSG. Ah bah là, Zal, ok, je sais pas quel match il voit, mais en tout cas, ça fait peur. Match nul entre Porto et Lyon et Leicester face à Rennes. Et voilà, c'est ça. Et il nous reste donc... Ah, on n'a pas les pronos de Bruce. C'est vrai que Bruce est un petit peu souffrant en ce moment, donc, mais on rattrapera bien sûr ces pronos. Vous inquiétez pas, ce sera bien enregistré. Vous avez le récap qui va apparaître comme d'habitude, et après on va voir les combis. Alors, on a ni le combi de Zach, ni le combi de Bruce. On est bien. C'est vraiment la fête aujourd'hui. C'est la foire. La fête, on fait l'émission à 2, on a un combi sur 8. C'est pas mal. Bon, bah écoute, je vais donner le mien. Urawa, comme d'habitude, qui est mon équipe favorite au Japon, avec des joueurs que j'adore, Atsuki Ito, Takahiro Akimoto, avec Hiroki Sakai. En plus, ils ont recruté un de mes joueurs préférés au Japon, qui était Yusuke Matsuo, bon, qui n'a pas encore joué sous ces nouvelles couleurs d'Urawa, mais voilà, j'ai pris Urawa. J'ai repris Jeonbuk, pourquoi? Parce que ils vont jouer face à Jeju et ils ont fait 2 défaites en une semaine, donc ils vont forcément devoir gagner s'ils veulent pas trop avoir de retard, et malheureusement ça faisait une cote à 89, un truc comme ça. Du coup j'ai rajouté le Bayern face à Salzbourg pour passer au-dessus de 5, et du coup j'ai la plus grosse cote. Alors maintenant, vu que Bruce et Zach sont au courant des cotes qu'on a, ils sont out, donc c'est moi qui ai la grosse cote à 3 points, voilà. Voilà. Non, mais il nous a présenté ça comme s'il parlait de la Ligue 1, c'est pour ça que je rigole, c'est n'importe quoi. Moi je vous ai proposé Arsenal, voilà, parce que c'est un peu l'équipe du moment, c'est une des équipes du moment en tout cas. Donc Arsenal face à Leicester. J'ai pris Wolverhampton face à Watford, Watford qui est très très mal classé, il y a un gros écart et puis je trouve que la cote était intéressante, et j'ai choisi le Napoli face à l'Hellas Vérone qui a clairement pas dit son dernier mot pour la course au titre en Serie A. C'est massé. C'est épisode 7 saison 2 là. et donc le Napoli, voilà, qui je pense sera là pour la bataille pour le titre. Zal, il a fait quoi? Zal, il a choisi. Alors Zal, j'y comprends rien. Non mais Zal, il a forcément mis Paris sur les pronos, c'est pas possible. Là il met Paris en victoire dans son combi. Liverpool face à l'Inter et le Bayern. Je pense qu'il a mis ce clic en vrai. Ouais, il a mis ce clic, c'est sûr. Ou alors c'est peut-être Yanis qui a mis ce clic, ou je sais pas, faudra lui demander. C'est évident. On va vous faire voter sur le chat bien sûr pour votre combi. Quoi qu'il arrive, merci à tous, merci de nous avoir suivis pour cet épisode de hors-jeu. Voilà, on s'est retrouvé avec Kanto à 2. Tu sais quoi, je vais te laisser tout seul pour la fin. Voilà, je crois que c'est au moins. Je crois que cette émission ne pourrait se terminer que comme ça. Merci beaucoup, et la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on sera au complet. Salut à tous, passez une bonne soirée, ciao.